Bonsoir à tous, c'est l'épisode numéro 57 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016. Ouais, il y a le 2020 qui est sorti. Vous m'avez demandé en plus, hein. Je reçois des messages, hein, vous me dites tu veux pas migrer ta partie du 2016 au 2020? Alors que, en réalité, s'il fallait que je fasse l'influenceur la 2 minutes, le 2020 il est tellement mieux sur beaucoup d'aspects. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été amenées dans TEW 2020 que TEW 2016 n'a pas. C'est juste, j'en ai déjà parlé, c'est l'équilibrage. En fait, sur le transfert de sauvegarde de 2016 à 2020, on va perdre une certaine notion d'équilibrage au niveau des stats. Ça pourrait être un défi totalement incroyable, hein, pour peut-être relancer l'intérêt autour du jeu. Mais, je sais pas, il y a une nostalgie, tu vois, de retrouver mes écrans bleus, mes écrans jaunes, mes écrans noirs, nos petites habitudes. Et puis maintenant, tu vois que je suis pas mauvais, tu vois, sur TW. Ça va, on n'est pas trop mauvais, on se débrouille. Et ben j'y reste un petit peu. Merci à toutes et à tous, en tout cas, de nous rejoindre sur cette... Je vous ai dit bonsoir, mais vous regardez ça quand vous voulez, hein. Merci de nous retrouver, TEW 2016, épisode numéro 57. Bret Hart, Sexton Hardcastle, Christian Cage, Chris Jericho, Chris Benoit. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Canada prend contrôle de la ECW, c'est un petit peu ce qui va nous motiver à poursuivre cette incroyable carrière. Ouais, et en plus de tout ça, les bonnes nouvelles, les bonnes news, on l'avait regardé en fin d'épisode, c'est que, niveau size, on est en train de se rapprocher de ce qui nous intéresse, à savoir le fameux 65 à obtenir du côté du Southwest. La Midwest est à 65. Et je vous annonce également qu'il va y avoir un petit... c'est pas vraiment un twist scénaristique, mais je vais faire quelque chose d'assez particulier pour ce mois-ci. Et il y aura, je pense, pour la fin d'épisode, quelque chose qui vous intéressera pour déjà amorcer sur le 58. Parce que oui, on va peut-être se donner les moyens, tu vois, d'arriver jusqu'au 58. Avant de se lancer, avant de faire générique, la flûte, les claquettes, les oiseaux, remerciements, des pouces bleus en pagaille, hein, si vous aimez cette série sur TEW, que vous amenez chaque épisode là autour des 10 000 vues, vous m'envoyez des messages pour me dire Sturi, on est en train de découvrir toute la série, j'ai tout regardé en une semaine, quand est-ce qu'il sort l'épisode numéro 57. J'aimerais que vous preniez le temps de remercier également toute la communauté Twitch qui participe également avec leurs subs. Il y a des sub goals à chaque fois pour TEW qu'on arrive à atteindre, donc en partie c'est grâce à eux qu'on finance cette série, donc je tenais encore une fois à les remercier. Et ça me permet également depuis de me motiver à vous reproduire des épisodes, à poursuivre cette incroyable carrière. Et on l'espère un jour, aller battre WCW, WWF au sommet! Au sommet! Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on n'irait pas lui demander de se motiver, de nous dire allez, on est parti? Kairi Sane! La flûte! Even, on est parti. Et petite information notable, Megumi Kudo fait ses débuts dans le ring. C'est le début du catch mixte du côté de la ECW. Et finalement, j'ai l'impression que ça se passe pas si mal que ça, puisque Megumi Kudo faisait équipe avec Billy Kidman contre Warcraft 2000 qui vont remporter le match, avec une victoire en plus de ça de monsieur Steve Corino sur Megumi Kudo directement. Je travaillais un truc, alors là ça apparaît directement sur l'écran, mon match a fait une note de 76, c'est pas forcément déconnant, mais Billy Kidman, je pense que je vais le tourner heel. Je ne sais pas encore quel sera le plan, mais un profil comme celui de Billy Kidman, peut-être le tourner heel, ça me débloquerait pas mal de trucs d'un point de vue scénaristique, mais Billy Kidman qui a tenté ce heel turn, comme vous le voyez sur l'écran, a eu une petite réaction, tu vois, d'avoir feinté, tu vois, un heel turn, petite réaction, les fans reconnaissent que ce n'est pas véritablement une bonne chose. On va peut-être amener le temps, tu vois, de faire le truc pour essayer de l'amener. Donc, est-ce que je fais pas une erreur? Je sais pas. Grosso modo, ouais, il est piste d'avoir fait une équipe avec une meuf. L'idée, c'est un petit peu ça. Bref, et puis en plus de ça, qu'il ait perdu le match et qu'il est un peu dans un délire de losing streak. Ça sera peut-être le début. C'est des tests, hein, de toute façon, on est dans le pré-show. On voit d'ailleurs que dans le pré-show, Bam Bam Bigelow, je le mets contre Tomoaki Honma, et ça me fait un 82.
Et c'est très bien Bam Bam Bigelow qui a disposé facilement de Tomoaki Honma. On n'en parle plus, il fait une excellente note de 89. Toujours une valeur sûre. La carte principale, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de ce clan Bret Hart qui va tout de suite prendre position sur le show. Bret Hart, Sexter Hardcastle, Christian Cage, Chris Jericho, Chris Benoit sont accueillis au ring par nul autre que Stephanie McMahon, qui est ravie d'accueillir ce clan et de leur donner limite tous les pouvoirs. What? Bret Hart, il va dire maintenant qu'est-ce qui va se passer. On a le clan le plus dominant de l'histoire du monde du catch. Il n'y a personne qui peut être plus dominant que ça. Regardez ça, regardez les talents dans le ring, regardez les palmarès de tous ces hommes, regardez l'histoire également de la ECW écrite avec Sexter Hardcastle, Christian Cage, les valeurs, les convictions, le donjon des Hart et la suprématie canadienne sur les États-Unis. Évidemment, il y a un gros discours anti-américain dans ce que fait Bret Hart, qui lui va ravir et en plus de ça, sublimé par tous les hommes autour de lui. Stephanie McMahon, parce qu'il y a Paul Heyman qui va arriver, qui va se dire quoi, qu'est-ce qui se passe? Stephanie McMahon, elle va dire Paul Heyman, sache une chose, c'est que on fait ça pour toi, on est en train de redresser la baraque, on est en train de faire décoller la ECW vers des niveaux qu'elle n'a jamais connus, des niveaux d'excellence, et d'ailleurs, on comprend que le clan s'appelle l'excellence de l'exécution. Voilà, cette nouvelle Hart Foundation, l'excellence de l'exécution est avec nous. Et Paul Heyman, il sait pas trop parce que il semblait pas être, tu vois, il n'était pas resté en bon terme avec Sexter Hardcastle. Pourtant, les directions, elles vont un peu vers ce qu'il veut. Mais là, on est parti pour totalement également dénaturer l'idée de la ECW parce qu'on va remplacer grosso modo la ligne de Bret Hart, c'est on va remplacer le E de la ECW par excellence et non plus extreme comme ça l'était auparavant. Stephanie McMahon nous révèle également que tant que Bret Hart, Sexter Hardcastle, Christian Cage, Chris Jericho, Chris Benoit, enfin tant que le clan existe, il n'y a pas d'histoire de brand. Ils apparaissent là où ils veulent. Quelle sécurité sera assez folle pour sortir les mecs qui sont responsables des plus grosses audiences dans le monde du catch. Le brand split bat les steaks. Mais alors un gros balai steak. Énorme balai steak. Donc ce soir, vous aurez des catcheurs de XTV, de Hardcore TV, on s'en fout. Paul Heyman, il sait pas trop comment réagir à ça. Donc il sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et bien évidemment, dans cette promo, on va cibler de ouf des Steve Austin, des Brian Pillman, qui représentent une ancienne génération, une ancienne école. Voilà. Grosse promo pour poser les bases. Ça marche plutôt bien. On nous dit que c'est ça, Castle fait un super job en improvisant. Stéphanie improvise bien, mais elle semblait un petit peu perdue au milieu de tout le monde. Sachez-le. Bon, le segment fait 100 parce que, imagine quand même tout ce star power, le clan est cheaté. Le clan est totalement cheaté. La suite, on va voir tout de suite en action. Chris Benoit et Christian Cage en action, en équipe contre Karatech 2. Match décrit comme exceptionnel. Belle note de 82. Victoire de Benoit et de Christian Cage. Pas trop de surprise. 7-7 Gilbert, le weak link. Mais bon, ça va, un weak link à 74, tout est bon. Cage fait une note de 95, Benoit 94, donc c'est du très très bon catch. 7-7 Scorpio fait quand même un bon 84, donc ça va plutôt bien. RAS, rien à dire, donc bien entendu, le clan débute et performe très très fort. Il célèbre dans le ring, et là arrive la cavalerie. Austin et Pillman. Qu'est-ce qui les retient de ce fait, vu que les barrières s'effondrent, de se s'associer à nouveau et de jarter, tu vois, les mecs qui leur ont cassé les couilles pendant le week-end. Donc Austin, Pillman se pointe, ça attaque bien entendu Benoit et Christian Cage, ça veut passer des messages, la foule est ravie. On retrouvera tout ce beau monde un petit peu plus tard. Rey Mysterio contre Juventud Guerrera, défense du championnat junior, un bon match qui fait une note de 83, performance solide, pas de storyline en cours, mais voilà, des notes de 78, 71 pour sublimer dans un match high spot. Et écoutez, c'est parfait, victoire de Mysterio en 12 minutes 42. Un peu de lucha libre. Kimona DiBiase. Alors Kimona, elle est pas contente. Kimona, elle se pointe dans les bureaux de Stéphanie et de Paul Heyman, où Sexter Hardcastle est dans les parages, et Stephanie McMahon, elle accueille Kimona avec un grand sourire. Tu devrais être contente, t'as vu ce qu'on est en train de faire de la ECW, et en fait, non. Elle s'est battue pour avoir sa vision, ses exclusivités, son show à programmer. Elle fait pour que tout s'effondre, parce qu'une pisseuse est venue nous casser les couilles du côté de la ECW à cause d'Heyman. Elle engueule Heyman. Heyman, il sait pas trop comment se positionner. Kimona, elle accuse Paul Heyman de totalement dénaturer le cœur et l'esprit de la ECW. Et Sexter Hardcastle, qui connaît très bien Kimona, on sait qu'ils ont entretenu leur relation, lui, il lui dit
T'as toujours pas digéré le truc, t'es toujours rongé par tes jalousies, etc. Alors que le catch avance et il avancera sans toi. Et arrive fait éruption Kurt Angle, qui lui était venu tout simplement demander un match revanche contre Lord Alfred Wiegel pour le championnat télé. Et finalement, Angle, il va prendre position pour Kimona. Et ce soir, dans le main event, enfin plutôt ce soir, dans le main event, et ben Sexton Hardcastle revient en action. Il affrontera Kurt Angle en un contre un pour montrer ce qu'est le vrai catch et l'excellence de l'exécution. Qui fait plaisir. Kimona, elle est pas contente. C'est tout part en couille. Tout part en couille. Jesus contre Devon Dudley, match hardcore, victoire de Jesus sur Devon Dudley. Bubberay, je le mets un peu de côté parce qu'il est blessé, il va récupérer de ses blessures. Je vais utiliser un petit peu de Devon en solo. Mais Jesus fait une bonne perf, ça va, parce qu'il me fait une note, non, il me fait une note de 65, c'est pas une excellente perf. Devon Dudley, oui, très bonne note. Mais victoire de Jesus dans un match hardcore 79 qui a vraisemblablement plu aux gens, mais qui n'a pas plu à un certain homme, c'était Bret Hart, backstage, qui a observé ça sur un écran géant aux côtés de Paul Heyman et il fait, tu vois, ça, c'est pas ce que. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est n'importe quoi. Nous, on est des vrais catcheurs. On n'a pas besoin d'artifice pour pratiquer notre art, tout ça. Donc on sent qu'on veut véritablement dénaturer, encore une fois, le produit ECW. Donc Bret Hart, il met du plomb dans la tête à Paul Heyman. Et il parle justement de valeurs portées par des mecs comme Jesus, comme Brian Pillman, comme Austin. Bref, tout le monde s'en prend plein la gueule. Et Bret Hart veut que les choses changent désormais à la ECW. Et que va faire Paul Heyman pour l'en empêcher? Il y a toujours un petit ton de menace de Bret Hart vis-à-vis de l'autorité. Dans le main event, Sexton Hardcastle contre Kurt Angle, 91. En même temps, Sexton Hardcastle, c'est la base, il n'y a pas de performance à moins de 90, donc Kurt Angle va en profiter pour s'élever dans le programme. Victoire de Sexton Hardcastle, mais pas forcément de la manière la plus propre, puisque Paul Heyman est intervenu en faveur de Sexton Hardcastle, pour justement, tu vois, un petit peu corrompu par l'esprit de Bret Hart. Lord Alfred Wiegel est également venu aux abords du ring distraire Kurt Angle, comme quoi vraiment on a essayé de protéger, j'ai essayé de protéger Angle dans la défaite. Il n'en a pas besoin réellement, mais Kurt Angle il servira je pense par la suite parce qu'il va y avoir bien entendu un front de babyface qui va s'élever face à tout ça. Sexton Hardcastle remporte le match et derrière Pillman, Austin, il y avait Bret Hart également à la table des commentateurs. Pillman, Austin va venir faire fuir tout le monde, on va balancer des grosses beignes sur la gueule de Sexton. Et on va juste prendre le micro, dire un truc très très simple. Si vous voulez la guerre, vous allez la voir, on va se préparer. On va, s'il n'y a plus de barrière entre les brands, il n'y a aucune raison que moi, Pillman, on vienne régler des comptes. Et que là, vous 5 et tous ceux que vous pourrez amener dans votre délire, on vous bottera le cul. Et puis voilà quoi, tout simplement. Alors j'ai plus beaucoup de temps pour le segment, je pense que c'est pour ça qu'il est pénalisé, j'ai fait qu'un 85. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux vu le star power en présence. Mais je pense vraiment que c'est le temps qui a manqué. Si je vais voir le dirt sheet, ils vont me dire voilà, segment rating as limited for big short. Voilà. 91, la popularité est gagnée dans 18 régions. C'est quand même plutôt un show honnête, un show décent. Qui redistribue un petit peu les cartes, mais tu vois, on est un peu bloqué avec. C'est un peu toujours le même main event. Là, pour l'instant, au niveau des babyface, je me dis, il y a Pillman, il y a Austin. Et c'est là qu'il va falloir amener d'autres belligérants intéressants, d'autres protagonistes et peut-être d'autres belligérants pour essayer d'élever un peu tout ça. Je vais regarder un petit peu, voilà, au niveau des 25,97. C'est pas non plus, tu vois, le rating à plus de 26 que j'attendais. Ça reste, cela dit, très très solide. Mais on va essayer de l'améliorer, bien entendu, comme à chaque fois. Tomoaki Kionma, Morals Issues, ok. Super Crazy, Morals Issues, ah ouais, carrément. Et Roddy Piper, manager, je vais en parler justement, il y a un plan Roddy Piper qui s'amène, qui va être intéressant. Ah, je spoil d'avance, qu'est-ce qui se passe? On est parti, hein. Extreme Zone. La zone. Ah, attends, un mail avant. Petit mail avant, est-ce que ça va nous intéresser présentement? Savio Vega a signé une extension exclusive avec WWF. Savio Vega. Extreme Zone, on est parti avec les matchs du pré-show. Devon Dudley contre Kid Cash me fait un 76 dans un match hardcore. Bon. Kid Cash, je crois que c'est pas un spécialiste des matchs hardcore. C'était une petite erreur de ma part. Kid Cash, il a dit oui, hardcore. Ça va pas trop. Kazayashi va battre Perry Saturn 75. Bon, pas non plus exceptionnel. Kazayashi, ouais, en même temps, bon, il fait un 66. Il était peut-être pas dans les meilleures des dispositions. Le match a pas beaucoup de hits. C'est vrai que je l'avais dit au dernier épisode, j'aimerais faire un truc avec Kazayashi. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à tirer, notamment une association avec Lord Alfred Wiegel. Je pense qu'il
Il y a un truc à faire. J'essaye de lui donner un peu de momentum. Perry Saturn n'était pas content de perdre le match, sachez-le. Perry Saturn, pas ravi. Les Hardy Boys pour ouvrir le show contre World Trade 2000. Les championnats par équipe sont en jeu. Bon. Mais ce qui est surtout très intéressant dans ce combat, c'est qu'il va se terminer. Il me fait déjà une très bonne note de 84, donc ça c'est bon. Il va surtout se terminer avec les interventions de Christian Cage, de Chris Benoit. Il y a Sexter Hardcastle qui arrive au loin. C'est-à-dire qu'ils ont mis fin au combat prématurément. Hein, l'action n'était pas trop mauvaise, mais ça va surtout débouler sur un angle où Christian Cage, Chris Benoit et Sexter Hardcastle vont continuer d'attaquer Jeff et Matt Hardy. Kimona DiBiase va arriver et va dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est mon show, il y a des règles, c'est plus ton show, ma cocotte. Désormais, tout appartient à Excellent of Execution. Et Kimona, d'ailleurs, si tu veux nous faire fuir, eh ben, t'as qu'à trouver 3 mecs pour nous affronter, pour nous faire dégager pour le main event. Et on viendra plus t'emmerder. Voilà, donc Kimona, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va essayer d'appeler, évidemment, Steve Austin, Brian Pillman. Mais vous verrez que ça sera plus compliqué que ça. Terry Funk contre Toshiaki Kawada. Eh ben écoutez, je m'attendais à ce que ça passe un peu mieux. Parce que Kawada, il m'a fait des bonnes surprises, notamment contre Bam Bam Bigelow. On s'était sorti avec un match à 90 d'overall, c'était un petit peu super. Là, Terry Funk contre Kawada, ça marche pas si bien, finalement, ça me fait qu'un 77. J'ai donné 13 minutes de match, une white brawl à l'ancienne. Victoire de Terry Funk, malgré une distraction de Al Snow, qui était à la table des commentateurs pour l'occasion, histoire de prolonger un petit peu le programme, qui va de ce fait perdre un peu de hit, ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui est pénalisé sur ce match? Ah, la durée du match. Bon, en même temps, White Brawl, je vais pas... Parce que Terry Funk, voilà, la stamina, elle est pas non plus exceptionnelle. Bon, ok, soit. Mais je m'attendais quand même à mieux. Surtout de la part de Kawada, qui me fait qu'un 70, Terry Funk excelle, il fait un 88, il est toujours aussi bon dans le ring. À l'extérieur du ring, Steve Austin et Brian Pillman se font barrer l'accès à l'arène par toute la sécurité. Et il y a Roddy Piper, qui normalement commente le show, donc qui n'était pas là, puisque là, Al Snow a commenté le match juste avant. Roddy Piper, comme il est un petit peu aussi en charge, tu vois, de l'organisation, de la production du spectacle, hein, voilà, des petits trucs de coulisses qui se révèlent comme ça à nous. Il est totalement désolé, Austin et Pillman, il fait, voilà, j'ai reçu malheureusement des consignes, je peux pas vous laisser accéder à l'arène, parce que la commission athlétique de la Tri-State m'empêche de vous laisser rentrer sur le show, vous avez échoué à un test de drogue, un test anti-drogue. Et Pillman et Austin, il fait depuis quand il y a des tests anti-drogue? Depuis quand malheureusement, c'est nouveau. Depuis que Stephanie McMahon est arrivée, et les remarques de Bret Hart, on est obligé de faire des tests anti-drogue. Vous n'avez pas accès au show. Alors les gens, ils en peuvent plus, tu vois. Il y a des gens en plus à l'extérieur de l'arène. Eux, ils veulent passer la sécurité. Piper, il est désolé parce que franchement, ça lui plaît pas de travailler dans ces conditions-là. Il comprend Austin, il comprend Pillman, il leur dit. J'ai peut-être une possibilité de vous faire entrer, mais il le dit très discrètement et il n'essaye pas de trop se faire gueuler. Et puis hop, on passe à la suite. Mais donc, si Kimona doit choisir une équipe, elle ne pourra pas la composer avec ni Austin ni Pillman. Les gens sont fous, Lord Alfred Regal. Oui, il y a un petit... Lord Alfred Regal défend son championnat télé dans un triple sweat match contre Kurt Angle et Rob Van Dam. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un triple sweat. Ça fait perdre un peu de 8 à la storyline Regal Angle parce que de ce fait, elle était montée à 91 après le match de Kurt Angle contre Sexter Hardcastle. C'était l'occasion un petit peu de faire un petit peu évoluer ça d'ailleurs. Regal va gagner le match en battant Rob Van Dam à la fin du match. Donc Angle est à nouveau protégé. Il est quand même considéré comme le weak link sur ce match où Regal fait un 83, Rob Van Dam un 84 et Kurt Angle 74. Mais j'ai confiance, Kurt Angle, ça va grimper. 85, match décent. RAS. En plus, ils étaient en mode storytelling, donc la note, forcément, un peu plus basse. Raven Tommy Dreamer. Alors, Raven, c'est toujours normalement un gage de qualité quand je lui fais faire une promo au micro. Là, c'est une promo backstage et désormais, Raven et Tommy Dreamer vont cibler Jeff Hardy et Matt Hardy pour les championnats par équipe. Voilà, donc à faire. Raven, Tommy Dreamer vont cibler Jeff et Matt Hardy en leur disant qu'ils se laissent marcher dessus. Et qu'ils ont un côté sombre en eux qu'ils aimeraient faire révéler. En fait, grosso modo, ils veulent leur prendre le titre pour qu'ensuite ils rejoignent le mouvement de Tommy Dreamer et Draven. Il y a ma petite storyline secondaire qui va, je pense, bien se poser là. On pose les bases. C'est vrai que j'ai un changement de gimmick à faire. Important pour Tommy Dreamer. Parce qu'en fait, il avait une gimmick de fan favorite en étant heel. Donc c'est vrai que ça marchait pas. Désormais, il est amnésique. Below Average, bon, pas terrible. Il est amnésique, c'est-à-dire qu'il a oublié tout ce qu'il a fait auparavant.
C'est pas une gimmick très simple à interpréter, mais je me suis dit, tiens, amnésique, ça peut être rigolo. Tommy Dreamer qu'il a oublié qu'il était le héros de la compagnie. Et en plus de ça, Jeff et Matt Hardy, c'était ses anciens lieutenants dans ECW Generation. Le main event, donc Excellence of Execution, vont faire face à une équipe que Kimola DiBiase a composée tant bien que mal, composée de Bam Bam Bigelow, Tatanka et Jesus. Et ben je suis excessivement déçu de ce combat, qui me fait qu'un tout petit 81. Alors j'ai vraiment pris les mid-carder, upper mid-carder, qui sont pas des grosses stars, et c'est vrai que dès lors que tu sors de Pillman, de Steve Austin, peut-être de Cactus Jack, mais qu'on fait reposer un petit peu pour l'amener peut-être plus tard dans l'équation, on perd quand même en qualité, alors que Benoit, Cage, Hardcastle, les notes c'est 97, 99, 98. Jesus c'est le maillon faible, 77, Tatanka fait un 80, Bam Bam Bigelow 87. Je sais pas ce que disent les dirt sheets. Les dirt sheets me disent que pénalité... Ah, pas de storyline associée, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de storyline. Il n'y a pas de storyline sur ce truc-là. J'aurais dû essayer d'inclure d'autres personnes pour que les storylines soient associées. Ma faute, my bad total. Et inconsistance pour Tatanka, ok. Après le match, Pillman et Austin... Oh putain, ça marche pas du tout. Pillman et Austin vont arriver dans l'arène, et avec Piper. Ils arrivent avec des battes. Ils sont prêts à foutre sur la gueule de Sexo Hardcastle, Cage et Benoit. Il y a Kimola DiBiase qui voit ça. Qu'est-ce qui se passe? Et Roddy Piper se retourne contre Austin et Pillman. Et célèbre après, avec tout le monde. Pourquoi? Parce que Piper, bah, il est canadien. Piper, il rejoint l'excellence de l'exécution. Austin et Pillman, ils se sont fait avoir. Et de ce fait, c'est grosse victoire pour l'excellence of execution. Pourquoi ça me fait qu'un 72? Ah, look based. Ok. Merde, je suis un peu déçu. Ok. Merde. 72. Ah, la catastrophe. Ouais, on fait un show à 85. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un show pas si bien noté. Bon, 85, ça reste quand même une excellente note, mais bon, comme on est habitué aujourd'hui au 90, au 95. Ah, c'est... Aïe, 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 ouais, petite crainte quand même, petite crainte. On a fait un 25.54, donc pas non plus exceptionnel. Il va falloir vraiment que Pillman et Austin se trouvent des alliés de circonstances pour pouvoir aussi continuer de performer. Je suis en train de négocier avec le Great Sasuke. Et oui, le Great Sasuke qui débarque dans la compagnie en... Enfin, qui revient dans la compagnie en pay par appearance parce qu'il est toujours promoteur de sa propre structure. Et je me suis dit, il a quand même un profil intéressant, histoire de faire 2-3 dates, peut-être ça peut être sympa. Pay Rise Request de France Sud, bah oui, France Sud, on va lui donner de l'argent, hein. France Sud c'est la maison, ça coûte pas cher. Et comme vous le voyez, j'ai repris contact avec Stevie Richards, qui pourrait être un bon atout dans un programme établi. Je ne dis pas plus. C'est vrai que Stevie Richards avait des bonnes stats et je m'étais écarté de lui parce qu'il était blessé, tout ça, et c'était vraiment le temps qu'il se refasse. Et Silver King était libre de tout engagement. Et il a des stats très intéressantes. Et si je peux un petit peu dynamiser les Mexicains de mon côté, eh ben, why not? Par contre, il y a voilà, Jeff Hardy, le fait d'avoir fait un match nul là contre Warcry 2000, j'ai big moral issues. Ah ouais. Bah écoutez, on va faire la technique de... On va te donner de la grosse tunasse. On va te donner 15 000 $ parce que bah les couilles. 15 000 $. Eh ben il est à nouveau content. Fini les moral issues. Voilà. Il y a quand même beaucoup de moral issues. Hein. Soit dit en passant. Ouais. Le Great Sasuke, qu'est-ce qu'ils vont me dire là au niveau du push? On va me dire opener, évidemment. Je vais pas le mettre main eventer, sinon on va me dire qu'est-ce qui se passe. Le Great Sasuke main eventer, ce serait étonnant pour débuter. Voilà, fin de cette première semaine, direction la semaine numéro 2. Tout le monde reste fort. Bon, l'opération pillage semble se poursuivre et je ne pourrai pas lutter pour conserver au sein de la compagnie Monsieur Scott Steiner. Et WCW, ils ont les crocs. Hein. WCW, ils ont les crocs de ouf. C'est-à-dire que là, ouais, même si tu vois, même si je joue au max, tu vois, à 32 000, bonus max, 20% make-offer, j'accepte ces termes, mais j'ai reçu un truc plus intéressant d'une autre compagnie. Donc attends, avec le Toggle Smart Offer, on va voir à combien Paul Heyman il me bloque. Toujours assez intéressant de le voir. Hein, bon, ouais, je veux bien essayer de me mettre à 42 000, hein, mais il va me dire non. Même sur 5 ans, hein, ouais, sur 5 ans, Paul Heyman, il me fait 36 200, c'est le plus que je peux te proposer. 36 200. Voilà, donc je pense qu'il me dira non. Je pense qu'il me dira non. Même sur 5 ans, même avec 20% de bonus.
Ça va être très très compliqué. Ah, attendez. Ah, j'accepte ces conditions, à moins que j'ai une offre plus intéressante ailleurs. Bon. Ah, on a une proposition. Mais la force de frappe de WCW sera telle que je ne pense pas qu'on fera des merveilles. Je regarde s'il y a d'autres... non, il n'y a que WCW. C'est-à-dire que WWF, ils ont Rick Steiner, mais avoir Scott, ça, j'ai l'impression que ça, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilleux. Donc voilà, ça c'était l'information. Scott Steiner peut-être sur le point de quitter la ECW. Fallait peut-être s'en douter. Fallait se douter que ça allait arriver. Là, les gens qui sont en fin de contrat, les grosses stars, ça va être très compliqué de les retenir. Imaginez, hein, si... on ira peut-être faire un point si ça vous intéresse d'aller voir. Regardez, là il y a l'offre, il y a la nouvelle offre de WCW. On est monté à 41 000. Moi je reste sur la mienne. Hein. De toute façon, je pourrais pas faire mieux que ce que j'ai déjà. Donc pour Scott Steiner, c'est mal barré. Je vais aller regarder. Ouais, ça m'intéresse d'aller jeter un œil. Les fins de contrat, par exemple, allez, de Sexton Hardcastle, de Steve Austin, de Brian Pillman, mais vous allez voir, on est quand même un peu plus large. Oh, Randy Savage, en revanche, est disponible. Randy Savage est disponible. The Macho Man, oh yeah, dig it. Ah, bon, ben voilà, ça c'est fait. C'est fait. On est une trop petite compagnie pour le Macho Man. Macho Man. Ça aurait été incroyable. Imagine Macho Man à la ECW. On se serait un petit peu amusé. Quand est-ce qu'il est en fin de contrat? Et il lui reste 1 an de contrat à Brian Pillman. Un peu moins d'1 an de contrat. Steve Austin. Steve Austin, je pense que ça va en réalité. Steve Austin, je pense que ça va. On l'avait reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Il lui reste 1 an et 2 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment pas que je tarde pour changer de statut, là, passer au niveau culte. Pardon, pas au niveau culte, au niveau national. Parce que, ouais, sinon, Polo, il va pas lâcher plus d'argent. Hein. Polo, il va pas lâcher plus de monnaie, hein, plus de moula. Hein. Pas du tout, pas du tout. Ah ouais, Sexton Hardcastle, je voulais regarder Sexton. Un petit instant. Sexton Hardcastle. Sexton Hardcastle, c'est... Putain, c'est 10 mois et 1 semaine. Tu vois, là, il y a quand même un sentiment pression. Hein. Je regarde Christian Cage au passage. Christian Cage, 10 mois et 3 semaines. Ça, forcément, ils vont leur tomber dessus, mais comme des chiens. WCW, ils vont se dire, bah attends, bah voilà. Ils font tout le boulot pour nous, on va récupérer les lauriers, quoi. Terry Funk, il lui reste quoi, Terry Funk? Terry Funk, ça va, plus de 2 ans. Même si c'est pas Terry Funk qui m'intéresse le plus dans l'affaire. Raven, dans les grosses stars, ça va, 2 ans et 2 mois pour Raven. Tommy Dreamer, j'en avais déjà parlé, et Tommy Dreamer, en fait, dans les conditions actuelles, je pourrais pas le re-signer. Alors lui, c'est 7 mois et 3 semaines. Je pourrais pas le re-signer pour la simple et bonne raison qu'il me casserait un de mes honor goals. Donc, ouais, ça, c'est pas forcément les situations les plus cool. Je regarde un peu les Dudley Boys, tiens. Dudley Boys, pareil, en fait, on a tellement de monde qui arrive en fin de contrat à 10 mois et 3 semaines que, ouais, on n'a pas intérêt de rater. Sinon, l'année 2000, ça va être l'hécatombe à la ECW. Hein. La size, on a progressé là sur la première semaine. On est toujours à 61 dans le Southwest. Hein. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. On a des incidents. Aucun incident. On est parti hardcore de type TV. Hardcore TV, seconde semaine. On est toujours dans le pré-show. Nous sommes précisément au Easy Tucson Convention Center. Je sais plus, je crois qu'on est dans le Southwest, Midwest. Non, peut-être pas. Mid-South. Hein? Arizona? Ouais, bon, on est du côté de l'Ouest pour essayer de travailler, bien entendu, les régions dans lesquelles nous devons progresser. On doit continuer de progresser dans ces régions, vous le savez. On est parti, petit match du pré-show où Unfortune, valeur sûre, un Perry Saturn et le Sensei Gilbert. J'avais oublié son nom. Il m'est revenu d'un coup. Doug Gilbert. Pour battre Takeshi Morishima et Toshiaki Kawada. 78. Rien d'exceptionnel dans ce match, avec un Morishima qui me fait une incroyable note de 35. Il est encore très jeune, hein, Takeshi Morishima à l'époque. Hein. Ça devient un banger. Hein. Takeshi Morishima, sachez une chose, si je peux vous encourager à aller découvrir du Takeshi Morishima, foncez. Foncez, il y a des matchs de ouf du côté de Pro Wrestling Noah, et notamment un super run de champion du monde du côté de Ring of Honor vers la fin des années 2000.
c'est quelque chose. Megumi Kudo, en 1v1, contre D'Lo Brown, elle va perdre. Victoire de D'Lo Brown, voilà. Et ils ont une super chemistry. Sachez-le, voilà, ils ont fait 55 et 54, mais super chemistry, dans une région où ils sont absolument pas populaires. C'est tout. Landstorm contre Shenems, et qui n'ont pas de chemistry. Voilà, eux pour le coup, aucune chemistry. Victoire de Landstorm sur Shenems, avec un single leg crabe. C'est vrai que je fais plus de tests de chimie de catcher en house show, et je devrais peut-être essayer d'en refaire un petit peu pour essayer de me découvrir des nouvelles paires assez intéressantes de catcheurs à faire travailler ensemble. Landstorm fait une note de 71, ouais, donc c'est pas le Landstorm qu'on aime pour l'instant. Landstorm, pas véritablement de plan pour lui, mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer. La carte principale va s'ouvrir directement avec un combat, et oui, Hardcore TV, on ouvre avec du catch, et justement l'excellence de l'exécution qui est à l'honneur, avec Chris Benoit qui va battre Bam Bam Bigelow en 15 minutes 35. C'est très décevant. Les mecs font des notes de 92 et 85 pour me sortir un 76. C'est une cata. Pas de storyline hot associée. Et malheureusement, le match considéré comme court. Voilà, c'est les deux choses qui ont pénalisé ce combat, parce que tout le reste, c'est des notes positives à gogo. Ça me fait un 76, ils avaient work the crowd pour lancer véritablement le show. Et je fais qu'un 76, c'est assez décevant. Plus de storyline, il faut plus de storyline dans les papiers. Je suis sûr en plus que ça, avec une storyline associée entre les deux, j'aurais fait un, je sais pas, 85, ouais, facile. Normalement, Benoît Bam Bam, ça aurait dû être terrible. On retrouve Bret Hart, qui va s'adresser au public, accompagné de Roddy Piper, le traître, de Chris Benoit qui vient de gagner son match, et il parle véritablement là d'héritage de ECW, le CW qui veut clairement renommer la Excellence Championship Wrestling, avec du catch, le catch pur, voilà, les trucs hardcore, on oublie, ça va pas. Et justement, il va se moquer du titre de Brian Pillman, du championnat de Brian Pillman, en considérant que c'est un championnat de pacotille, un championnat qui n'a pas l'historique, qui n'a pas le lineage, et qui a été créé uniquement pour Paul Heyman, pour son show, mais maintenant qu'il a Bret Hart, le champion original de CW, le véritable titre qui est présent sur son show chaque semaine, qu'est-ce qu'il ira à garder ce titre? Il demande à ce que le titre soit retiré. Et Brian Pillman, s'il veut pas le retirer par lui-même, ce soir il a parlé à la direction Bret Hart et il lui a trouvé un challenger pour lui prendre son titre. Attention, ça sera le main event. 86, bon segment, correct. Lord Alfred Regal et les Pitbulls vont battre Kurt Angle, Rob Van Dam et Terry Funk suite aux interventions de Abyss et de Al Snow qui ont attaqué bien entendu Rob Van Dam et Terry Funk. Un bon match qui me fait une très bonne note de 88. Là, je suis assez heureux. En revanche, mauvaise nouvelle. Double mauvaise nouvelle. Terry Funk s'est cassé le nez. Et Rob Van Dam, sprained ankle. Ah merde, je sais pas si elle est cassée. Je pense pas que c'est cheville cassée, mais je crois qu'il y a blessure à la cheville. Ça, c'est évident. Et ça, ce sont pas des bonnes nouvelles pour la suite des scénarios. Aïe, 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 aïe. 88. Ça reste quand même un match très très solide. Encore une fois, une belle performance à laquelle Kurt Angle prend part. Et c'est ce qui me va très bien. Et ben oui, merci Harley Race pour les informations de match. Il y a un autre 3 contre 3 dans la foulée. Hein. Décidément, c'est la soirée des 3 contre 3. Tommy Dreamer, il est... J'ai fait travailler les Pitbulls 2 fois. Terrible erreur de ma part. J'ai fait les Pitbulls qui travaillent par 2 fois, ils sont fous. Il faut équiper avec Tommy Dreamer contre Jeff Hardy, Matt Hardy et Billy Kidman. Je peux toujours pas faire travailler Raven parce que vous le savez, Raven, il est actuellement blessé pour un petit mois hein, encore. Donc là, je vais pas pouvoir le faire catcher du tout. Il peut juste faire des promos. Mais j'ai envie d'envoyer Tommy Dreamer et Raven en storyline avec Jeff et Matt Hardy. Ça, vous le savez, c'est pour ça que je pose les bases. Bien entendu, Billy Kidman qui continue à feindre son heel turn, pas une strong suite comme c'est encore une fois indiqué, donc on verra où ça nous mène. Tommy Dreamer, super perf, un gros 93 pour Tommy Dreamer. Je devrais utiliser aussi dans d'autres dispositions parce que les notes de Tommy sont toujours aussi intéressantes. Jeff et Matt Hardy sont solides, 82 et 81, c'est eux qui ont les deuxièmes meilleurs perfs dans ce combat. Billy Kidman est un peu en retrait avec un 72. Ouais, un peu en retrait. Cactus Jack est annoncé pour revenir la semaine prochaine, 85, petit segment, voilà. Qui est l'adversaire de Brian Pillman? Et qui est d'ailleurs le nouveau membre de l'excellence de l'exécution. On a réservé, selon Bret Hart, un adversaire à Brian Pillman
à la hauteur de son niveau, il va affronter Steve Corino. Regardez-moi cette note. Brian Pillman contre Steve Corino me fait une note exceptionnelle de 96. Pour Steve Corino, c'est ouf. C'est dire également, tu vois, du talent incroyable de Brian Pillman. Pillman Corino, 96. Steve Corino rejoint l'excellence of exécution. Pourquoi? Parce qu'il est canadien. C'est la simple raison, je me suis dit, je vais prendre mon canadien le plus pourrave du roster et je vais le faire affronter Pillman pour que Bret Hart se foute de sa gueule, et finalement ça marche. Parce que Corino est pas un si mauvais worker que ça. Même s'il fait un 56, Pillman derrière il fait un 100. Il est incroyable. Pillman, il a brillé sur ce segment, et surtout ce qui l'a fait briller le plus, c'est que pendant tout le match, il va être victime d'injustice. Tout le monde va l'attaquer. Benoit va essayer de l'attaquer. Cage va l'attaquer. Sexter Hardcastle va s'en mêler. Steve Austin est venu faire le save à la fin. Ce qui a permis à Brian Pillman de faire sa 3e défense du championnat héritage et de le conserver. Pour qu'on termine avec un gros segment où Steve Austin et Brian Pillman vont dire que ça va être pas aussi simple pour Bret Hart de prendre le contrôle de la ECW tant que eux ils seront là et qui resteront en vie. Ils viendront faire le ménage. Voilà, on en reste là. Impeccable. La semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, cette semaine, à Extreme Zone, Bret Hart choisit un adversaire pour Austin. Voilà. Vous savez, Bret Hart, ça y est, position, booker, etc. Il est dans les petits papiers de Heyman, de Stephanie McMahon. Kimona DiBiase est pas contente, elle peut même plus donner son avis, la pauvre. C'est un putsch. Alors, Bret Hart, avec l'excellence de l'exécution, il arrive. C'est un putsch. Terrible. Terrible. Super performance, hein, apparemment, de Pillman, de Austin. Un show qui se finit bien de ce fait. On fait un 93. La popularité augmente absolument partout, j'ai envie de dire. Hein, si on nous dit qu'il y a plus de 20 régions, c'est que le résultat est atteint. Et Milou, évidemment. Sexter Hardcastle, selon son opinion, Megumi Kudo, elle fait des promos, il faut lui donner faut lui donner du temps d'antenne. Apparemment, elle fait des promos super. Il y a de l'argent dans ses promos. Elle a jamais parlé. Mais déjà, 26.46. Un show exceptionnel. Pour Steve Corino. Steve Corino en main event, c'est pognon, les amis. Steve Corino dans le main event, c'est pognon. Les blessures de Terry Funk et de Rob Van Dam. Alors là, je perds une équipe complète. Et Rob Van Dam, 6 jours. Et Terry Funk, 6 jours. Oh, ça va. Une petite semaine. Petite semaine pour les deux. Terry Funk peut toujours bosser avec son EPT. Rob Van Dam, c'est 6 jours out. Véritablement out. Donc ça va encore. Chris Jericho également sera rétabli et sera de retour très prochainement. Raven, plus que 20 jours. La Parka, 39 jours. La Parka qui reviendra à partir de l'épisode prochain. Ce qui est plus compliqué, voilà, c'est comme vous l'avez vu, c'est Bubba Ray Dudley. Où là, je peux pas faire grand chose. Et Easy Banks également qui se trame une grosse blessure. C'est dommage que je peux là opérer malheureusement personne hein, pour essayer de faire avancer tout ça. Alors, mon deal se termine également avec Viewers Choice pour les pay-per-view aux États-Unis. Il faut savoir que j'ai reconduit avec un autre diffuseur, et c'est bizarre, en fait, j'avais 2 Viewer Choice, et il y en a un qui est plus intéressant que l'autre, donc j'ai pris l'autre. Voilà. C'est tout. C'est tout. Morals Issues pour Super Crazy pour Kazayashi. Ça, il faut que je rétablisse ça. Alors, Kazayashi, il a Morals Issues alors qu'il a battu Perry Saturn et que Perry Saturn faisait la gueule. C'est un peu bizarre de le voir avec des Morals Issues. Ouais, c'est même assez étonnant. Assez étonnant. J'ai pas encore de nouvelles quant au contrat de Scott Steiner, mais je pense que c'est foutu. On n'a pas d'incident backstage, on est parti le booking de Extreme Zone, 2e semaine. Extreme Zone, on est dans le Southeast, et comme vous le voyez, on fait des bonnes notes dans le Southeast, hein, et on fait du monde en plus de ça. 15 030 personnes au FL Donald L. Tucker Center. Je sais pas où c'est. FL Floride. On est en Floride. Brian Lee et Tomoaki Honma. Why not? Affronte Bam Bam Bigelow et Megumi Kudo. Why not aussi? Bam Bam Bigelow en tag, ça me fait des 90. Et je vais vraiment essayer de penser à un vrai projet de tag pour Bam Bam Bigelow parce que c'est pas si déconnant que ça. À chaque fois que je l'utilise en tag, je suis toujours agréablement surpris de ses performances individuelles. Et là, ça a fonctionné au point qu'ils ont remporté le combat. Voilà. Et ça me fait un 80 au final, ce qui est loin d'être déconnant. Pour des trucs random comme ça, c'est plutôt cool. Al Snow contre Norman Smiley. Bon, victoire d'Al Snow, ça évidemment. Bah, en attendant, parce que Abyss pour l'instant il est un peu blessé, je sais qu'Al Snow et Norman Smiley ont une super chemistry, donc c'est pour ça qu'on a un match qui me fait un 79 malgré que ce soit un match court, donc ça c'est très très bien. Al Snow fait une perf individuelle de 92. Attention, Al Snow, par moment ça fait un peu de merveille.
Et bon, Norman Smiley, on s'en fout, c'est jobber de luxe. Mais là, oui, comme son partenaire Abyss est pour le moment un petit peu out, que Rob Van Dam et Terry Funk sont out, bon bah j'utilise quand même un petit peu Al Snow, mais la storyline attendra, malheureusement. Et enfin, dernier match de ce pré-show, qui lui aussi me fait une note de 81, c'était pour moi la possibilité de refaire les débuts, en quelque sorte, du Great Sasuke, qui va s'incliner contre Landstorm, qui là aussi ça me fait un 80, ce qui est particulièrement correct. La gimmick en plus du Great Sasuke fonctionne bien. Bon, on a un pré-show avec des bons enseignements. La carte principale débute avec un segment in-ring. Kimona DiBiase reçoit Bret Hart et veut le contraindre, étant donné que... quels sont ses pouvoirs aujourd'hui? Elle veut lui dire, Bret Hart, c'est bien beau, mais depuis le pay-per-view, t'as pas encore catché. Les gens prennent des places pour te voir lutter et tu dois défendre ton championnat. Et je veux que tu défendes ton championnat ce soir. Et Bret Hart, il fait... je me doutais que t'allais me poser la question. Alors, il y a Roddy Piper qui tire les paplards et tout derrière, qui parle pour Bret Hart aussi. Ils ont déjà choisi un adversaire pour Bret Hart. Et il ira affronter juste après, un peu de la même manière, tu vois, que Brian Pillman a affronté Steve Corino, Bret Hart défend son titre contre eux, et il choisit pas non plus n'importe quelle compétition, parce qu'il se dit, avoir un match avec Bret Hart, ta carrière, elle va se transformer, et il affronte Billy Kidman. Ça fait pas un aussi bon résultat que face à Steve Corino avec Pillman, ça fait un 82 quand même, ce qui reste correct. Bret Hart, le 73, Bret Hart ça pique un peu, mais Billy Kidman il fait qu'un 72. Je leur ai donné du temps, hein, parce qu'on y va quand même 14 minutes 48. Victoire de Bret Hart au final, parce qu'il faut pas déconner, bien évidemment. Mais voilà, même Billy Kidman, off his game, même sur un match de 15 minutes, il trouve que au niveau de la stamina, ça le fait pas trop. Évidemment, Bret Hart pénalisé pour declining physical ability, ça, il fallait s'en douter. Bret Hart, c'est vraiment l'aspect star power, en fait, qui est vraiment très prédominant dans son utilisation pour le moment. Mais ça sera... Enfin, Bret Hart, vous en doutez bien, pour le moment, il y a une storyline qui est un peu cool, mais ça sera pas un plan non plus sur le long terme. Hein. Évidemment. Là, c'est parce qu'il y a vraiment un truc intéressant à regarder. Mais voilà, à chaque fois, si j'ai inconsistance, stamina, declining physical ability, évidemment, ça va pas le faire tout le temps. Ouais, par contre, pour Kidman, je suis un petit peu surpris. Derrière Kidman, backstage, va être intercepté par Mysterio qui lui dit mec, tu t'es bien battu et tout... tu t'es montré fort, faut pas que tu sois déçu par ta défaite. Et Billy Kidman ne veut pas de la sympathie de Rey Mysterio. Il fait tes conseils, garde-les pour toi, rien ne va dans ma carrière, ça pue la merde, rien ne va. Donc il est pas content de ce que lui dit Rey Mysterio, qui aura un combat un petit peu plus tard. Il défend son championnat junior contre Kazayashi, hein, le bien nommé. Et vous vous doutez qu'au niveau du heel turn, on arrive bientôt à point. Les Hardy Boys défendent les championnats par équipe contre les Pitbulls, hein, voilà, qui ont du gros momentum. Les mecs, je les fais participer 2 fois au même show, donc forcément, en plus de ça, ils gagnent. Donc les Pitbulls, du gros momentum, bah, c'est logique qu'ils se retrouvent challenger au championnat des Hardy Boys. Raven est à la table des commentateurs, et les Hardy Boys vont remporter la victoire suite à une intervention de Sensei Gilbert et de Sensei Scorpio, qui ont des comptes à régler avec les Pitbulls. Donc de ce fait, ça s'envenime. Les Hardy Boys profitent de ça. Alors ça fait pas la grosse victoire de Babyface, mais malgré tout, je m'en sors bien avec une note de 84. Je fais avancer plusieurs plans en même temps et ça me va très bien. Un 84, c'est très solide pour un milieu de show, surtout pour un match qui a une annotation storytelling. Derrière, Chris Jericho backstage avec Christian Cage. Ils sont rejoints par Steve Corino, le nouveau membre de l'excellence de l'exécution. Mais Steve Corino vient pas seul, il vient avec Danny Inferno. Et il demande à ce qu'on inclue, tu vois, Danny Inferno également dans le clan, parce que c'est son pote, tu vois. Et tu sais, regarde un petit peu le CV de Danny Inferno qui est venu avec un CV, il fait des grands sourires. Jericho, il se fout de sa gueule, il se fout de son nom Inferno. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? T'es capable d'allumer du feu, t'es capable de cuisiner, c'est ça? Tu règles le thermostat du four, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, non, ils veulent pas de Danny Inferno, ils lui disent non, mais t'es pas assez bien pour nous. Et bon, il faut comprendre aussi à Steve Corino qu'il est là uniquement parce qu'il est canadien. Mais bon, voilà, Danny Inferno, toi, t'es pas canadien, donc ça le fait pas. Et Danny Inferno, il est triste. Et s'il veut rejoindre l'Excellence of Execution, il va falloir assurer. Et Corino, il lui fait, t'inquiète pas, je t'aiderai. Mais par contre, il va falloir m'écouter parce que moi, je fais partie de l'Excellence de l'Exécution. Les deux, tu vois, c'est vraiment mes deux jobbers comédie. Corino et Danny Inferno, ils sont très très bons là-dessus. Et ça se porte, hein, d'ailleurs, sur le segment, ça fait un 98, c'est très très bien. Danny Inferno, d'ailleurs, il va aller affronter Austin, il demande même pour affronter Austin. Parce que Bret Hart, je rappelle, dans le main event, il choisit l'adversaire d'Austin, mais on lui a dit non, ce sera pas toi, bien évidemment. Mysterio contre Kazayashi, ça me fait un solide 82, et le match va être entaché par l'intervention de Billy Kidman, qui va de ce fait donner la victoire à Rey Mysterio Jr., qui l'emporte par disqualification.
mais il va aussi attaquer ce bon vieux Kazayashi, et là, j'acte le heel turn, qui n'est pas forcément des meilleurs. Je pense qu'on va me dire que c'est pas terrible le heel turn. Moi aussi, ça me dit turn pretty well, mais ça y est, Billy Kidman est désormais heel, et je vais pouvoir composer autrement avec lui. Steve Austin, au micro de Jenna, pour son match contre un adversaire choisi par Bret Hart, c'est le main event. Steve Austin, il s'est lâché, il a fait une grosse promo, il a eu des mots très très durs à l'égard de Bret Hart. Peu importe quel guignol tu m'envoies en face, ça te sera un avant-goût incroyable de ce qui t'attendra prochainement, dès lors que tu oseras m'affronter en 1 contre 1, et qu'on pourra s'expliquer d'homme à homme. Donc Steve Austin en a mission, et ça me fait un 100 déjà, donc pour une promo, un mec seul, c'est quand même exceptionnel. Et derrière le combat, il affronte Scott Steiner, et c'est un 99. Je me suis dit, Scott Steiner, je peux le faire perdre maintenant, il n'y a pas trop de problème, j'ai pas trop de crainte à le faire perdre, le bon vieux Scott, contre Steve Austin. En plus de ça, je ne sais pas si on avait déjà fait du Steve Austin, Scott Steiner, probablement hein, qu'on l'avait déjà fait, mais là, ils me font un 99, ils sont dans les meilleures dispositions. Bret Hart va tenter de distraire Austin pendant le match, mais rien n'y fait. Roddy Piper va rater une intervention dans le combat, et Steve Austin en profite pour remporter la victoire. Voilà, grosse perte de Steve Austin, 99, quel excellent main event, rien à dire. Le show se termine ainsi, les gens sont contents. Petite défaite psychologique pour la clique à Bret Hart. Et Scott Steiner, c'est vrai que, bon, même si là c'est pas encore officiel, il va rejoindre WCW, j'anticipe. J'anticipe déjà, et il ira dispenser de l'overness à quiconque en aura besoin, dans la mesure du possible et du raisonnable évidemment. 95, excellent show, ça fait plaisir pour un Extreme Zone. Il y a un 26-44 à aller battre au niveau des ratings, je sais pas si on ira le faire. Mais, en tout cas, on s'est battu pour. Hein, on a proposé un show sur le papier, je trouve qu'il est quand même assez intéressant, avec quelques bonnes petites surprises. Je vais aller voir ça. Selon l'opinion de Steve Austin, Billy Kidman ne connecte pas avec les fans. Sacré Billy. 26.25, un très très bon rating, en dessous, cela dit, de Hardcore TV. Scott Steiner, son deal se termine, et voilà, maintenant il passe en exclusivité avec WCW, donc c'est fait. Scott Steiner will be leaving, donc je pense qu'on le perd d'ici une semaine. ECW. Spike Dudley a quitté la ECW parce qu'on l'a pas signé. Tony Schiavone, le commentateur, fan contrat. Tony Schiavone. Announcing 93. Pas un si mauvais annonceur. Bah non. Pas mauvais du tout. Tony Schiavone. Pour faire chier WCW. Qu'est-ce qui se passe? On lui propose quoi, ce monsieur? Je lui propose un peu plus. Attends. Allez. WCW, vous me faites chier. Bah écoutez, je tente un truc. Et Marc Mero est parti à Mexico. Peu importe. Marc Mero, il travaille à la AAA, je crois. Marc Mero, il n'est pas sous contrat ni avec WCW ni avec WWF. Il est à la AAA. Et ben, grand bien lui en face. M'intéresse pas. 3e semaine, on est parti pour le booking. Attendez, un petit mail avant ça, petit mail, on sait jamais, petit mail. Tony Schiavone, bah tiens, vu qu'on part en bataille avec WCW, évidemment, il va y avoir une proposition à 13 160 $. Je pense que ça peut se contrer. Est-ce que ça reste dans les clous pour Paul Heyman? Bah écoute, je peux mettre un 13 620. Avec les mêmes conditions, et je la propose même sur 4 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merde, il veut pas plus de 12 400. Oh, Paul Heyman! Alors qu'on pourra avoir Tony Schiavone, quoi, pour qu'il nous fasse... C'est dur, hein, Polo. Hein. C'est vraiment dur. Une des 2 offres qu'il étudie sérieusement. Ok. Donc, ce qui veut dire que WCW, ils vont peut-être pas recontre-attaquer. Et on va laisser les gens réfléchir. Alors là, j'ai plein de gens qui me rejoignent. J'ai Silver Kings qui arrive. J'ai Stevie Richards qui me rejoint. Black Tiger, évidemment, c'était Silver King, donc lui, il part. Donc Stevie, voilà, bon, là, il quitte plein de trucs, il quitte plein d'autres compagnies pour lesquelles il travaillait de manière indépendante. Je vais attribuer des places dans les rosters à Stevie Richards et Silver King. Et on est parti pour la suite, les amis. À tout de suite. C'est la 3e semaine de Hardcore TV. On est à nouveau dans la région du... là, je crois que c'est le Southwest. Hein, cette fois-ci, voilà. On est moins populaire. Mais on doit travailler dans cette région. Vous savez à quel point il est important de travailler cette région. Steve Blackman contre Silver King, 77. C'est l'opener. Blackman pas terrible. Par contre, Silver King, je découvre déjà
de manière très agréable que le mec me claque à 74 et qui peut être un bon atout dans notre roster. Agréablement surpris. Kazayashi et Toshiaki Kawada en équipe contre Mourray Helms, et ben c'est pas terrible. Tout le monde est à peu près moyen, hein. 67, 76, 64 et 69, c'est Shane Helms qui fait la meilleure des perfs, mais Kawada et Kazayashi s'équilibrent. Bon. Ça fait un 74 et c'est une victoire des Heels sur le match, les Japonais l'emportent. Super Crazy contre Lenstorm, j'ai donné du temps. Est-ce qu'ils ont eu 16 minutes 31 pour leur match? Victoire de Lenstorm sur Super Crazy, note de 79. Je fais plus grand chose avec Super Crazy qui par moments me surprenait de manière surprenante. Mais dans une région où il est moins populaire, là où il fait un 68, c'est pas véritablement la meilleure des utilisations pour lui. Ça va. La carte principale, et on va débuter avec un angle pas banal, qui me fait une toute petite note de 76 et je suis dégoûté. Vraiment dégoûté. Parce que Raven, qui est toujours blessé, je le rappelle, vient au ring accompagné de Tommy Dreamer, et il attend, tu vois, il annonce que ce soir, il y a un nouveau membre qui rejoint, tu vois, la flotte. Et il accueille Billy Kidman. Il lui fait la proposition, et Kidman, déjà, il arrive dans un état, tu sens que le mec est saoul, il est bourré, il a passé un très mauvais week-end, il est en train de se poser plein de questions sur lui-même, et Raven et Tommy Dreamer veulent profiter de cette faiblesse pour le recruter dans leur clan. Petit rappel, évidemment, à l'époque où Billy Kidman faisait partie de la flotte dans le monde irréel, dans le clan de Raven, du côté de WCW, enfin bref. Et Billy Kidman, il sait pas trop, et justement Jeff Hardy, Matt Hardy, ses potes de WCW Generation, et Rey Mysterio arrivent, ils essayent de le convaincre que c'est pas une bonne idée, et Stevie Richards fait son retour pour attaquer tout le monde, et on va partir après sur un 3 contre 3, et Billy Kidman va évidemment rejoindre le flock de Raven. D'ailleurs, changement de gimmick, il devient bourré. Je pense pas que ça soit une bonne gimmick. Below average. Il va peut-être faire un peu la gueule. Below average, juste en dessous de moyen. Je voulais mettre drogué, mais les gimmicks weird, il les supportait pas trop. Donc j'ai mis gimmicky, et puis j'ai mis problème d'alcool. C'est son gimmick. C'est la ECW, c'est fin des années 90, ça passe. The Flock of EAP, Tommy Dreamer, Stevie Richards et Billy Kidman. Là, ça marche mieux quand même. Contre Mysterio et les Hardy Boys, 82. Chouette match. Stevie Richards est considéré comme le weak link. C'est vrai qu'il me fait une note de 61, le mec. Pas terrible. Ah, pas terrible. Matt Hardy a eu un peu de mal vers la fin du combat. J'ai quand même donné 15 minutes, ça va encore. Les storylines avancent autour de tout ça, c'est bien. Et le plus important, c'est que Billy Kidman va battre à la fin Rey Mysterio par pinfall après un Shooting Star Press. Et de ce fait, Billy Kidman va se sentir légitime pour affronter Mysterio pour le championnat junior. Gros segment, gros angle. Il y a Bret Hart qui a regardé ce premier segment, ce premier match à la télévision, en compagnie de Roddy Piper, de Paul Heyman, de Stephanie McMahon, dans la loge présidentielle, en quelque sorte. Stephanie McMahon, elle est toujours fière, hein, voilà, des ratings de Hardcore TV. Là, on présente des chiffres à Paul Heyman. Bret Hart, il dit à Paul Heyman, c'est bien les 3 contre 3. Faut faire plus de 3 contre 3. Je te rappelle que t'es quand même l'homme qui prend les décisions. Hein, et avec les bons conseils, je sais que tu prends les bonnes décisions, Paul Heyman. Et c'est vrai que Paul Heyman, grâce à Bret Hart, c'est vrai qu'il s'enrichit encore un petit peu plus, tout ça. Mais bon, voilà, son produit se retrouve quand même un peu dénaturé. Après, il sait qu'il a joué avec le feu, tout ça, tout ça. Et Bret Hart veut le convaincre, il veut se faire, vas-y, fais des 3 contre 3. Ça marche tellement bien les 3 contre 3, tout le monde aime ça, fais des 3 contre 3. Alors, Paul Heyman, il fait ok. Bah, prochain match, il book un 3 contre 3. Lord Alfred Regal et Violent Conduct, Abyss qui va mieux, et Al Snow contre Kurt Angle, Rob Van Dam et Terry Funk, 88. Très très bon match. Victoire des Babyface. Kurt Angle qui va faire le tomber sur Lord Alfred Regal pour peut-être se réclamer une fois de plus une opportunité au championnat télé. Abyss était le weak link sur ce match, il a fait qu'une note de 63. Alors attention, il revient de blessure donc il n'est pas encore suffisamment hot. Terry Funk fait un très bon 88, le match est quand même très très cool. 88, ça reste quand même très correct. Victoire des Babyface, les 3 contre 3. Bret Hart, il voit encore ça, il fait putain, c'est incroyable, mais c'est super les 3 contre 3. Tu sais quoi, ce soir dans le main event, on va mettre Austin, Brian Pillman, et on trouvera un partenaire pour affronter nos mecs à nous, à savoir Chris Jericho qui revient de blessure, Christian Cage, Chris Benoit, il y a Sexo Hardcastle qui est dans les parages, il fait ça, ça peut être une très très bonne idée. Il y a Steve Corino qui est là aussi, tu vois, qui traîne dans le coin, il fait tu veux servir à quelque chose toi ce soir? Fais équipe avec Austin et Pillman pour les boycotter. Corino il regarde, il fait vous êtes sûr? Ouais, et t'inquiète pas, je vais dire à Christian Cage, Benoît, tout ça, de te ménager un petit peu. Mais surtout, bah, pour les ménager, c'est surtout pour les faire perdre, quoi. Qui veut les imposer en équipe avec eux. Corino, il dit, ouais, c'est une bonne idée, on va les faire chier et tout, 3 contre 3. Et
Bret Hart, il est tellement euphorique qu'il dit à Paul Heyman, et en plus, tu sais, il y a un pay-per-view qui arrive, je sais que pour toi, les affaires sont les affaires, tu vas vouloir qu'on défende les ceintures, justement. Tu sais quoi, après ce match-là, après la grande fête de ce soir et la défaite d'Austin Pillman, je te laisse le choix, maintenant que tu sais le sens des affaires et tout, tu sais, il le prend de haut, Bret Hart, Paul Heyman, je te laisserai décider le Fatal 4-Way, j'ai déjà spoilé le truc, je te laisserai décider le main event du prochain pay-per-view. Le spoil, voilà, Sturie, incroyable. Et bah Steve Corino, il va au ring, il pense qu'il va être rejoint par par Austin Austin et Pillman, mais en fait il est rejoint par Bam Bam Bigelow qui fait ouais t'as bien un match après, j'ai parlé à Paul Heyman et Paul Heyman il a un peu court-circuité l'idée, donc ça va pas plaire à Bret Hart. Il a envoyé Bam Bam Bigelow pour détruire Steve Corino en 5 minutes 81, segment sympa. De ce fait, Paul Heyman il s'est un petit peu planqué derrière, et le partenaire de Austin et Pillman pour le main event, et ben c'est Cactus Jack dont j'avais promis le retour. Cactus Jack et les Hollywood Blondes contre Chris Benoit, Chris Jericho et Christian Cage me fait un excellent 95. Alors Cactus Jack est pas arrivé tout de suite, il est arrivé pendant le match. Jericho le weak link, ah ouais, mec à 78, ça va, des weak links comme ça j'en veux un peu plus. Ça reste quand même très très correct. C'est vrai que Christian Cage j'ai toujours associé à Ted DiBiase, il faut que je le retire du management parce que normalement c'est plus trop le cas. Ça fait un 95, c'est un excellent match. Alors Bret Hart évidemment, Sexual Art Castle, ils sont venus aux abords du ring, ils ont essayé de distraire tout le monde mais rien n'a pris. Et Paul Heyman est arrivé à la fin en disant j'ai bien suivi vos conseils ce soir. Donc, Paul Heyman il sera pas rangé intégralement à la cause de l'excellence of execution, en tout cas pas pour le moment. Il annonce que prochain pay-per-view, Fatal 4-Way par élimination, Pillman, Austin, Sexton Hardcastle, Bret Hart, le vainqueur repart avec tous les championnats, héritage et championnat world. Voilà. Les ceintures vont être amenées à refusionner, évidemment. Unification. Austin est super ravi du truc. Les Austin et Pillman, forcément, ça se fait un check et tout. Sexton Hardcastle et Bret Hart, ils sont dégoûtés. Ils vont râler. Donc Paul Heyman, je le mets pas vraiment en face turn, tu vois. Lui, il a pris sa décision, business, etc. Ok. Mais il s'est pas laissé influencer jusqu'au bout par Bret Hart, Hardcastle, etc. Il est resté un petit peu fidèle à lui-même. Excellent segment, sans les gens sont heureux. On s'attendait pas, parce que Heyman tranche. Bon, et puis Forway, j'ai un petit peu vendu la mèche. 94, très bon show, excellent show, excellent show. Faut que je m'assure que mon pay-per-view est bien en 4e semaine du mois, pour assurer tout le bazar. Je pense avoir vu que Ric Flair, en effet, était en fin de contrat du côté de WCW. Imaginez, après le Macho Man Randy Savage qui nous a dit « Vous êtes trop petit pour nous, Ric Flair !» Vous êtes trop petit pour nous. Quand même, ça aurait été un bordel. Hein. Imagine Ric Flair à la ECW. C'est mort de chez mort. Ok. Sexton Hardcastle qui aime bien Lance Storm. Steve Austin qui dit que Steve Blackman ne connecte pas avec les fans. Hardcore TV, 26.19 de rating. Légèrement en baisse, mais ça reste quand même très correct. Bon bah on pourra pas signer Ric Flair. Quelle tristesse quand même, on aurait pu signer Ric Flair. Tiens, comment ça se passe dans la compagnie de... Ah non, c'est pas la compagnie de développement. Je pensais EWP. Non, nous c'est EEW. Faudrait que j'aille voir un petit peu comment ça se passe du côté... Je crois que c'est Toki Walkie, hein, X-Pac, qui est le champion. Là-bas, si je dis pas de bêtises. Il y a Minoru Fujita d'ailleurs qui veut être rappelé de développement. J'avais vu la news. J'ai vu la news. Donc Scott Steiner, lui, se casse. Ok, j'ai pas été voir, mais je pense que là, c'est le dernier show que je peux utiliser. Faut que je fasse gaffe là, oui, au niveau du schedule. Dernier petit mail avant d'avancer. Tony Schiavone, finalement, il part avec WCW, donc c'est mort. Ric Flair, WWF a fait une offre à Ric Flair. Ça, c'est très important. Et Kimberly Page a donné naissance à une petite fille en pleine santé. Et ben, félicitations à la maman. On aime bien avoir ce genre de petites informations. Ça fait toujours plaisir. Allez, 3e semaine, Extreme Zone, on est parti. Bien, avant de se lancer dans Extreme Zone, petite précision. Le pay-per-view de ce mois-ci qui sera Holiday in Hell au mois de juin. Oui, en fait, l'été, pour le 21, pour le solstice d'été sera fêté du côté de la ECW. Eh bien, ça sera en 3e semaine. Et donc, après Extreme Zone, on fera le pay-per-view. Une semaine de booking.
Et puis c'est parti. Ça m'arrangeait en fait, dans la manière dont je voulais raconter les choses et surtout par rapport à, voilà, le petit truc, le petit point de détail sur lequel, petite surprise, qui vous fera plaisir, qui sera annoncé pour la fin du show. Donc allons-y gaiement, puisque de ce fait c'est le Go Home Show de Holiday in Hell avec le Fatal 4-Way désormais par élimination. Vous connaissez déjà le main event, Silver King contre Tatanka. C'est une victoire de Tatanka sur Silver King dans un match décent qui fait une note de 79. On est là où on est populaire, hein. On est clairement on est dans le New Jersey, Tree State, impeccable. Victoire de Tatanka. Les Pitbulls contre Karate 2. Et j'ai pas véritablement, tu vois, mis de rivalité en place, mais ils étaient venus intervenir dans le match des Pitbulls. Karate 2, ils vont battre les Pitbulls dans le pré-show. Ça me fait un excellent 85. C'est vraiment mes équipes d'attente. Karate 2, les Pitbulls. Et je suis souvent agréablement surpris par le résultat et la qualité des combats qui sont proposés entre ces deux équipes. Très bien, un bon 85, ça me va. Bam Bam Bigelow contre Devon Dudley. En attendant que Devon, il est son copain qui est de retour, on a quand même un match décent sur le ring, 88 et 84 au niveau des notes, 81 un petit peu en dessous. Je suis un peu curieux de regarder justement le dirt sheet pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est la stamina de Devon Dudley et le match est jugé un peu trop court. Bon, ok. La carte principale, et Kimona Debiassi se réjouit de l'annonce qu'a faite Paul Heyman en disant que, même si elle n'est pas véritablement toujours en accord avec lui, elle est plutôt fière de l'annonce du combat principal en pay-per-view qui unifierait les titres et compte bien entendu sur les victoires de Pillman et de Steve Austin. À peine les noms entendus, Bret Hart, Sexter Hardcastle et Christian Cage se pointent et justement Kimona leur dit ça tombe bien que vous veniez. Vu que Bret Hart, j'ai cru comprendre la semaine dernière que tu aimais bien les 3 contre 3 avant Holiday in Hell, histoire de donner un aperçu au public et de faire augmenter les audiences, les ratings comme tu le dis si bien. Pourquoi pas déjà te mesurer à tes adversaires ce soir? On va faire Bret Hart, Sexter Hardcastle et Christian Cage contre Steve Austin, Brian Pillman et Cactus Jack. Est-ce que vous avez conscience de la gueule incroyable de ce main event? Est-ce que c'est pas un main event qui a une gueule de ouf? Est-ce que c'est pas un truc Est-ce que c'est pas un truc de niquer? C'est un véritable truc de niquer. Donc on est parti pour ce main event totalement fou. En fin d'émission, bien évidemment. Kurt Angle contre Chris Jericho. Oh là là, ça me fait un très bon 85 et Chris Jericho me claque un excellent 88. C'est une nouvelle dimension pour Chris Jericho depuis qu'il a tourné heel. Puis qui signe là en plus un très très bon retour après son retour de blessure justement. Contre Kurt Angle. Excellent match, 15 minutes. Victoire de Jericho par intervention de Lord Alfred Regal qui pour le coup était accompagné par nul autre que Monsieur Ted DiBiase. Et oui. Ted DiBiase est désormais le nouveau manager de Lord Alfred Regal. Il répond à une interview au micro de Jenna. La storyline perd un peu de 8, le segment n'est pas forcément ouf. On verra comment ça prend par la suite. Alors là, celle-là, je m'y attendais pas. On fait un 96 pour ce triple threat par équipe pour déterminer les aspirants numéro 1 au championnat des Hardy Boys. Dreamer et Richards contre Rob Van Dam et Terry Funk contre Violent Conduct. Victoire de Dreamer et Richards qui auront affronté les Hardy Boys en pay-per-view. Ça me fait un immense 96. Richards est le moins bon, hein. Il me fait qu'un 61 en termes de in-ring performance, mais ça va venir, il va se re-roder et je pense que les performances vont s'améliorer avec le temps. Abyss, je suis un petit peu déçu en effet de son 72, mais par contre ça match super bien. Ça match super bien. Ce triple threat par équipe était une excellente idée, 96. Quand on s'attend à la qualité du main event qui arrivera un petit peu derrière, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Rey Mysterio va battre Scott Steiner avec un roll-up. Voilà. Welcome to the roll-up zone. Alors Scott Steiner, je l'avais encore pour 15 jours, sachez-le, donc on a encore le temps de terminer le mois tranquillement avec Scott Steiner. Et bien il va perdre contre Rey Mysterio par roll-up suite à une malheureuse miscommunication avec Dirty White Girl. Je m'explique. Pendant le match, Billy Kidman est arrivé sous, comme d'habitude, évidemment, pour se foutre de la gueule de Rey Mysterio. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une connexion qui s'est passée entre Dirty White Girl et Billy Kidman. Tu sais, qui se sont aperçus, etc. Tu vois, et Scott Steiner, il a fait oh, tu fais quoi là? Et de ce fait, ça. Parce qu'en fait, Billy Kidman, il a proposé un verre à Dirty White Girl. Tu sais, il a commencé à chauffer et tout. Elle a chauffé aussi. Et elle s'est retrouvée avec le verre et sans faire exprès, elle en a balancé à la gueule de Scott Steiner. C'est pour ça qu'il est tombé dans la roll-up zone. C'était un peu de comédie. Voilà. Billy Kidman, pardon, il n'est pas venu distraire, il était à la table des commentateurs, donc bourré.
Parce que là, je vois, il était à Announcing Desk. J'avais oublié comment j'avais booké ça. Mais bref, 74, qui est pas terrible du tout, en revanche. Quand tu vois les in-ring performances de tout le monde, c'est vraiment pas terrible. Derrière, le plus important, c'est qu'il va y avoir un segment. Rey Mysterio, il va célébrer son truc. Scott Steiner, il va laisser Dirty White Girl sur place. Et Billy Kidman et Dirty White Girl, ils vont se rouler un patin dégueulasse. Et tout le monde fait bah... Parce qu'on est à la fin des années 90 et c'est comme ça. Donc Dirty White Girl, Billy Kidman, début d'une romance. Quoi qu'il en soit, il fallait que je recycle Dirty White Girl, qui pourrait peut-être, en tant que manager de Billy Kidman, l'aider un petit peu à s'élever, j'en sais rien. Donc Billy Kidman, ça c'est ce qu'on appelle un repackaging foireux, hein, mais on est en plein dedans. On est en train de faire un repackaging totalement foireux pour Billy Kidman, je ne sais pas où ça va nous mener. Mais en tout cas, Scott Steiner, oui, bon là on est parti pour perdre quelques petits matchs avant de se barrer à la WCW, monsieur. C'est backstage, ça va mal. Gia Jameson, elle est au micro avec la team Bret Hart et ça parle mal. Bret Hart n'est pas là tout de suite. D'abord, il y a une conversation entre Sexo Hardcastle, Christian Cage, même avant que Jenna arrive. Et Sexo Hardcastle et Christian Cage, ils se prennent la tête sur Christian Cage, il fait ouais, c'est encore toi qui as les opportunités au titre, etc. Bref, tu vois, c'est un peu la vieille rengaine en fait. Le truc, c'est qu'on a formé un clan qui a l'air super balèze, mais il y a les démons du passé qui ressurgissent. Et bien évidemment, les problèmes de jalousie entre Sexo Hardcastle et Christian Cage sont toujours très présents, malgré qu'ils aient été super potes, etc. Et que Bret Hart, t'as vu où est-ce qu'il nous conduit, etc. On se fait humilier. Alors qu'on est censé être le clan le plus, voilà, et pour autant on est court-circuité, et par Kimona, et par Paul Heyman, ça n'a pas cette affaire, et Sexo Hardcastle, enfin, Christian Cage, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire, si à la fin, parce qu'évidemment, à la fin, ça sera plus que toi et Bret Hart, tu vas faire quoi, tu vas te coucher pour lui, tu vas... Et Bret Hart arrive à ce moment-là, et Jenna vient poser des questions au moment un peu embarrassant, donc le segment est plutôt cool, et laisse supposer que des choses risquent de se passer ce week-end. Le main event, accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous êtes accrochés. Est-ce que c'est 100 ou est-ce que c'est 99? Tu vas voir, on va le faire. Ça va être 99 et ça va être frustrant. Bon, et c'est bien de faire 99. C'est bien. Non, mais en vrai, c'est bien de faire 99. On va pas se plaindre. Mais sur le papier, il y avait quand même moyen d'aller chercher un 100, bordel de Dieu. Et ben, c'est 99. Et figurez-vous que l'excellence of execution va remporter le match quand Bret Hart va battre Cactus Jack par pinfall après un victory roll. Cactus Jack qui fait un petit peu de ce fait le maillon faible dans l'affaire, et Chris Benoit et Chris Jericho sont venus attaquer Austin pendant le combat. Bret Hart était le weak link, évidemment, mais on donne quand même, tu vois, on repartira avec un peu de confiance du côté d'Excellent of Execution, ils vont pas se faire niquer jusqu'au bout. Bon, après le match, vous imaginez bien que, par exemple, Christian Cage, il est resté tout seul dans le ring, il s'est pris des stunners de tout le monde. Ça a amusé la galerie, en quelque sorte. Mais voilà, on termine le show quand même sur une excellente note. Avant notre prochain pay-per-view, on fait un show qui fait quand même un rating de 97. Ça rigole pas, ça va. Il y a quand même du star power en présence, il y a moyen d'aller chercher quelque chose de très très grand. En pay-per-view, évidemment. Donc, jusque-là, bah, tout va bien, ça me plaît. Sexo Hardcastle nous dit Pitbull Wolf, il y a de l'argent dans ses promos. Extreme Zone me fait un 26.41. Excellent rating. En même temps, t'as vu la gueule du main event. C'était quand même loin d'être banal. Ok. Est-ce qu'on est prêt pour arriver en pay-per-view? Ça va être quelque chose. Holiday in Hell, ça me tarde un petit peu d'aller booker cette affaire. Bon, je prends même pas le temps. J'ai envie d'être à dimanche. J'ai envie de regarder ce qui se passe. J'ai pas d'incident de locker room. On va pouvoir s'amuser. Bon, Harley Race bosse ailleurs ce soir. Raven est toujours blessé. Ok. Mais en tout cas, on risque d'avoir quelque chose d'absolument immense. Je book, bien évidemment. Je n'oublie pas de le faire. Mes broadcasters pour l'événement. Et on est parti. Holiday in Hell. Fatal 4-Way par élimination dans le main event. Ça va être quelque chose. Non, bon, sur le papier, on a un bon pay-per-view. Ça devrait bien se passer. Là, on est dans le pré-show, évidemment. J'ai pas booké Moore et Hems contre Sidelico Junior et Cybernetico, vous en doutez bien. Ça me fait un 75, qui est acceptable. Ce qui est quand même à noter, c'est qu'on est au Space Arena, hein, 30 000 personnes. On va faire une belle gate, on va faire de l'argent. Évidemment, bon, l'argent, là, c'est plus trop un problème. Sauf quand Paul Heyman nous met des bâtons dans les roues pour signer des talents. Enfin, bref. Victoire de Moore et Hems, voilà. RAS, passons à la traditionnelle Battle Royale pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat télé, sachant que le précédent, à savoir Tommy Dreamer, bah, vu qu'il a une gimmick d'amnésie, il a oublié qu'il avait une opportunité.
Je sais pas comment j'ai arrangé ça, mais bref. 88, c'est la meilleure bataille royale qu'on fait ever. 88, cette bataille royale de la grande qualité et qui a été en plus de ça remportée par qui donc? Par Kurt Angle. Mais oui, Kurt Angle qui remporte le match. Le Final Four, c'était Tatanka, Silver King et Devon Dudley. Voilà, Tatanka a été la dernière élimination, victoire de Kurt Angle. Scott Styler, il était dedans, évidemment, il n'a pas été content de perdre la bataille royale. Il y avait également Megumi Kudo, enfin ouais, il y avait du beau monde dans cette petite bataille royale, et ben remporté par Kurt Angle, qui pourra à nouveau réclamer une opportunité au championnat de Lord Alfred Regal, qui lui, pour le coup, défend son championnat de télé contre un adversaire qu'il ne connaît pas encore, qui a été nommé par la direction pour cause de momentum plus. Donc il découvrira. On termine une storyline ici, les amis. Eh bien, Violent Conduct contre Rob Van Dam et Terry Funk pour ouvrir les hostilités me fait un très solide 87 dans ce match hardcore où Rob Van Dam s'est blessé. Oula, bruised kidney, ça c'est pas forcément bon. Il a pris un stun bump. En plus de ça, il a pris un gros bump et c'est Terry Funk qui a réussi à s'en dépatouiller à la fin en 2 contre 1. Et en même temps, super Terry Funk. Al Snow fait une in-ring performance de 96. Il est quand même très très fort ce Al Snow. Fin de la storyline, on va amener les gens vers d'autres trucs. Al Snow, là, en ce moment, il a vraiment montré des choses très très intéressantes. Rob Van Dam, Terry Funk, je sais pas. Peut-être qu'en équipe, il y a peut-être possibilité d'aller pousser le délire un petit peu plus loin. Maintenant, on va voir dans quel état sera Rob Van Dam, parce que la blessure, elle fait peut-être pas bien plaisir. 87, ça reste quand même très bien. Bon, il aime pas faire des matchs hardcore. Et il s'est blessé. Gros segment derrière Bret Hart, qui enfin est nez à nez avec Paul Heyman, et qui est pas content, évidemment, que Paul Heyman lui ait fait à l'envers, et programmé un Fatal 4-Way, où en effet... tous les titres pourraient en jeu, tous les titres sont en jeu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Paul Heyman. Mais attends, c'est pas ce que tu voulais. Te débarrasser du championnat Heritage, étant donné qu'il n'avait pas le prestige du tien. Au moins une pierre deux coups, il n'y a plus qu'un seul championnat. Sexton Hardcastle, en fait, il a mis Sexton Hardcastle également dans le match parce qu'il connaît son ego. Il sait très bien que lui et Bret Hart pourront peut-être pas toujours coexister, que Bret Hart et que Pillman et Austin leur posent des problèmes depuis le début. C'est pour ça qu'il a mis le Fatal 4-Way, ça fait pas du tout plaisir à Bret Hart. Et sous la pression également de Stephanie McMahon qui est dans les parages, il va prendre une décision en faveur de l'Excellence of Execution, qui va pas concerner Bret Hart directement, mais c'est un compromis. Il inclut Chris Benoit et Chris Jericho dans le match de championnat par équipe qui se décidera un petit peu plus tard. 97, bon segment. Stephanie McMahon toujours un petit peu à la ramasse dans ce genre de segment. Billy Kidman, Rey Mysterio et Kazayashi, ça sera pas mon match pour aller faire pipi, le match des juniors. Pour une fois, non. Billy Kidman, Rey Mysterio Junior, Kazayashi, triple threat match de l'échelle pour le championnat de junior. Eh bien, mesdames et messieurs, nous pouvons vous annoncer que grâce à Dirty White Girl, nous avons un nouveau champion junior. 3e fois, je pense qu'il est champion de junior. Billy Kidman, qui reprend la ceinture. On termine... on poursuit. Le segment va se poursuivre. La feud va se poursuivre. C'est le nouveau Billy Kidman. Il amuse la galerie. Et il reprend le championnat de junior et ça fera la fierté de Raven. Il faut s'en douter. 80, pour moi, c'est correct. Christian Cage en ring, il n'a pas de match. Il est pissed. Parce que là, il a l'impression qu'il y a Excellence of Execution, mais ça y est, tout de suite, il se sent un petit peu rabaissé de ne pas avoir d'opportunité. Cactus Jack, il fait ça tombe bien, j'ai pas de match non plus, je suis revenu il n'y a pas longtemps et j'ai pris un malin plaisir de te casser la gueule il n'y a pas si longtemps que ça. Et écoutez, on est parti pour un match que j'ai fait très court volontairement et qui va se terminer par disqualification, mais pour lancer les hostilités entre les deux. Le segment, en tout cas, la promo était super, ça a fait un 100, mais volontairement, je voulais pas un match qui bute les gens. Parce que là, il va y avoir quand même des gros matchs sur la carte. Ça va créer une espèce d'équilibre, 10 minutes par disqualification, en plus de sa victoire de Christian Cage sur Cactus Jack. Parce que Cactus Jack à un moment va se faire disqualifier grâce à Christian Cage qui va réussir à manipuler le truc. C'est grosso modo la base pour lancer un programme entre les deux qui va vraiment être un programme d'attente, mais c'est une bonne attente. Cactus Jack, Christian Cage, on avait un, c'est une très très bonne attente. Surtout qu'ils font des in-ring performances de dingue. Le 76, je suis pas véritablement surpris. On peut s'attendre à bien mieux. Triple sweat match par équipe pour déterminer les nouveaux champions. Si les Hardy Boys perdent, les Hardy Boys ont perdu. Puisque Excellence of Execution, Chris Benoit et Chris Jericho vont remporter la victoire et devenir les nouveaux champions par équipe de la ECW. Le clan Bret Hart qui repartira un petit peu plus titré qu'il est arrivé au début du show. Les Hardy Boys perdent le match parce qu'ils se sont fait également attaquer par les Pitbulls qui toujours des trucs à régler. Et puis les Pitbulls, eux, ils trouvaient probablement injuste le fait de pas être dans ce combat alors que ils avaient une opportunité contre les Hardy Boys et qu'elle leur a été piquée par Karatek 2. Cela dit,
ce qui est très intéressant, c'est que Raven était au commentaire dans ce match. Et il était très agacé de voir les performances de Stevie Richards et de Tommy Dreamer. Et après le match, il va se passer un truc pas banal, qui va être un point de départ pour moi pour faire évoluer le programme. Un nom qui me fait une note de 89. Raven va venir voir sur le ring, donc les équipes qui ont perdu, Tommy Dreamer, Stevie Richards, il va leur porter un DDT à chacun. C'est censé être ces mecs. Hein. Il va les corriger dans le ring tous les deux. Et Matt Hardy qui était un petit peu plus loin parce que Jeff Hardy a pris le pin final et il n'était pas forcément bien. Un gros DDT sur Matt Hardy et Raven va offrir une poignée de main à Jeff Hardy pour le relever. Il va le regarder, il va lui mettre une petite tape avant de se barrer. Qu'est-ce qui se passe entre Raven et Jeff Hardy? Attention, le gourou Raven, qu'est-ce qui se passe? Bon segment 89, c'est bien. C'est la mid-card intéressante. L'adversaire de Lord Alfred Regal n'est nul autre que Bam Bam Bigelow. Et ben dans un match bon, qui a de la fantastique hit, du bon catch, qui est en storytelling aussi, cela dit, et avec deux mecs qui ne cliquent pas. Pardon, Bam Bam Bigelow, Lord Alfred Regal ne cliquent pas. Alors, ils font des notes des performances individuelles de 69 et de 67. Je suis totalement dégoûté. Bam Bam Bigelow, grâce à l'aide de Kurt Angle, parce qu'il fallait qu'il se mêle un petit peu à la partie, va devenir le nouveau champion de la télévision. Et oui, nouveau champion télé. Alors, Lord Alfred Regal, il est piste, totalement. D'ailleurs, il ira se prendre après le match à Paul Heyman, en compagnie de son manager Ted DiBiase. Et Paul Heyman va lui dire, non, t'auras pas un rematch automatique, car Bam Bam Bigelow va défendre son championnat de télé au prochain Hardcore TV dans un triple squad match contre Tommy Dreamer, qui avait gagné, voilà, et Kurt Angle. Donc Bam Bam Bigelow, Kurt Angle, Tommy Dreamer, planifié. Triple squad match pour le championnat télé et Lord Alfred Regal, il regardera sagement, peut-être depuis la table des commentateurs. Voilà, 88, bon segment. Paul Heyman qui prend des décisions de babyface désormais. Un match pour faire souffler tout le monde. Un gros 4 contre 4. Où il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la comédie, notamment avec un Steve Corino qui veut mener les Pitbulls à la lettre parce qu'il fait partie de l'Excellence of Execution. Un Danny Inferno qui est insupportable. Et Cara Incorporated, voilà, au complet, qui s'amuse un petit peu. Et qui gagne le match, hein, bien évidemment. Quand Sensei Scorpio fera tomber sur Steve Corino. C'est histoire de souffler. Ils sont là pour faire souffler les gens avant le gros main event, parce que le main event, vous en doutez bien, il risque d'être incroyable. D'ailleurs, avant ce main event, Steve Austin, Brian Pillman, ils sont ensemble pour faire la promo d'avant-match avec Jenna Jameson. Et Brian Pillman et Steve Austin vont rappeler que pour ce match, ça sera chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est-à-dire que Austin et Pillman, il n'y a qu'un seul de ces deux hommes qui repartira titré, ou peut-être aucun des deux, mais ils vont s'assurer qu'il y en ait au moins un des deux qui repart titré, évidemment, mais il n'y aura pas d'amitié. C'est-à-dire que si dans le match, ils doivent se mettre à se taper, ils se mettront à se taper, parce que c'est les règles, et parce que c'est comme ça, et parce que c'est comme ça que le catch est fait. Et on se doute que Bret Hart et Sexter Castle, ils vont s'allier. Mais, voilà. Sans, évidemment, immense promo des deux. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer ce soir dans le main event? Les notes sont bien évidemment cachées. Attendez. C'est le moment important, en plus de ce show, vous en doutez bien, c'est le main event, c'est l'instant, c'est le moment, c'est peut-être la grande révélation. Et vous voyez quand même déjà les notes. Hein. Les notes, je ne vous les ai pas cachées. Donc Bret Hart, ils s'en sort quand même avec un 82. Pillman 95. Et Sexter Castle 94. Austin 96. Bien entendu, hein, les storylines sont fortes autour de tous ces segments. Joey Styles et Rick Rude font un bon travail à la table des commentateurs. Piper fait du bon travail ringside. Parce que Piper, je le rappelle, il manage Bret Hart. Dans un match qui est décrit comme exceptionnel. Le premier à éliminer, à la surprise générale, n'était nul autre que Sexton Hardcastle, éliminé par Bret Hart lui-même, qui a voulu se montrer opportuniste. Et oui. Qui a voulu se montrer opportuniste. Puis Sexton Hardcastle est revenu dans le combat pour aider Pillman, qui l'a pas trop bien pris. Pour aider Austin, qui l'a pas trop bien pris, à battre Bret Hart. On est resté au final avec un 1v1 entre Austin
et Pillman. Alors, il y a eu un gros moment de flottement parce que l'excellence of execution... Les gens étaient ouf. Les gens étaient tarés. Il y avait une ambiance de bâtard. Ils se sont dit, putain, excellence of execution, ils ont perdu, etc. Et ils sont dans un état, ils sont pas bien du tout. Austin, il s'est foutu de la gueule de Bret Hart. Bret Hart, il en pouvait plus parce que c'est Austin qui bat Bret Hart et Bret Hart, il trouve ça insupportable. Benoît et Jericho, pendant le match, à un moment où Pillman ne le voit pas, vont attaquer Austin. Et Brian Pillman va remporter le match et devenir le nouveau champion unifié avec les 2 titres. Ah, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un dénouement avec un babyface sur le trône. Mais il y a quand même une couille. Il y a une couille, Excellence of Execution, ils ont déjà replacé les billes, ils ont peut-être déjà placé des éléments pour mettre de la dissension entre Pillman et Austin. Pillman n'a pas vu comment il a remporté son titre. De ce fait, il défend son championnat héritage et il remporte le championnat World Heavyweight. Pillman est au sommet de la compagnie. Excellence of Execution aura probablement des choses à en redire dans un match qui me fait une note exceptionnelle de 99. C'est pas le 100. C'est pas le 100 qui était tant attendu, mais c'est fou. C'est fou tout ce nombre de matchs à 99 qu'on fait sans toucher la note suprême et maximale. Ah, Pillman a gagné. C'est le plus important, Pillman a gagné, bah voilà, Pillman a... Pillman, allez, fanfare pour Pillman, évidemment, on va finir en fanfare. Et note de show quand même 95, on est pas mal. Ça peut claquer des petits speeches. On va faire un petit speech pour Silver King, qui était pas content de perdre la bataille royale, il faut le savoir. Ah bah non, il a son petit caractère. Il a son petit caractère. Je vais quand même lui dire qu'il a fait une bonne performance, Silver King, comme ça le calmera peut-être. Raven des encouragements en espérant qu'il revienne de blessure plus vite. Et Brian Pillman, enfin on va plus dire, Brian Pillman il n'en a pas besoin, mais je lui fais un câlin parce que ça y est, il est au sommet de la compagnie. Hein, voilà. Donc les gens sont contents des speeches. C'est tout pour moi, hein, c'est tout pour ce show. Oui, on n'a pas fait le 100 avec un gros four-way comme ça. Alors Bret Hart, il va peut-être pas aider à faire des 100 hein, parce que c'est sûr qu'il a des performances un petit peu en dessous de celles des autres. Mais bon. Pitbull Durante ne connecte pas avec les fans selon Steve Austin. Chris Jericho, il y a de l'argent dans ses promos, nous dit Sexton Hardcastle. Holiday Night TV rating 9.09. Le buy rate, on a quasiment fait 1 point de buy rate et je crois que c'est notre meilleur buy rate ever. Vraiment. Time to Heal, le Great Sasuke a besoin de souffler. Rob Van Dam s'est blessé. Ça c'est chiant. Minoru Fujita et Jerry Lynn veulent sortir de territoire de développement. Alors c'est pas ma priorité. Hein. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Medical, ce que je veux voir, c'est Rob Van Dam. C'est 23 jours. Il peut continuer à catcher. Mais pendant 23 jours, il est dans un mauvais état. Mauvais état. Mauvais état. Bien. Il nous reste une semaine de booking. Il risque de se passer des choses. Parce que là, au niveau des titres, héritage, donc vous l'avez bien compris, hein, Brian Pillman, qui a toujours le championnat héritage. Le championnat junior est détenu par Billy Kidman. Le championnat de la télévision est détenu par Bam Bam Bigelow. Le championnat World Heavyweight, c'est Brian Pillman également. Et le championnat par équipe, Chris Benoit et Chris Jericho. Ça va être une sacrée équipe, je pense. Et le X-Race Tournament, justement, ça sera peut-être le sujet. Moi, j'ai spoilé d'avance. Allez, je vous l'annonce à partir de la... Je vous le fais, mais bon, la manière dont ça va être amené également. Attention, restez quand même pour cette dernière semaine. Mais le X-Race Tournament reprend à partir du mois prochain. Vous aurez la possibilité de voter parce qu'on va déterminer un aspirant numéro 1 au champion unifié. Et ça risque d'être un sacré bordel. Hein. Quand on voit les forces en présence, il y a de quoi bâtir un tournoi de toute beauté. J'avais dit, hein, on passerait à 2 tournois par an. Et bien là, on sera déjà arrivé au mois de juin pour pouvoir armer et anticiper sur le prochain tournoi. Ça qui est bien. Hein. Donc comme ça fera juin et enfin juillet et août. Et bien entendu, un couronnement d'un nouveau vainqueur du X-Race Tournament au mois d'août pour déterminer ce challenger numéro 1 pour November to Remember. Ça va être quelque chose. Ça va être vraiment, vraiment quelque chose. Bon, le viewer choice, le deal se termine, pas de souci. Lady Alexandra. Ah d'accord, elle est enceinte. Elle se barre. Bon. En même temps, on l'utilisait plus trop. Hein. Lady Alexandra, pas beaucoup d'occupation pour le moment. Allez, on est parti. Il y a un booking très important qui nous attend. Allez, dernière semaine de cet épisode numéro 57 avec quand même l'événement. Hein. Nouveau champion de la ECW unifié désormais, Brian Pillman. Ah, c'est des semaines qui commencent bien. Mais c'est la dernière semaine. Il peut encore se passer
beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, je sais pas ce que j'ai foutu. On est au MO Valley Ice Garden devant 3500 personnes. J'ai pas dû choisir la ville où on allait. Je sais même pas dans quelle région on est. Et on va commencer dans le pré-show avec Rob Van Dam, qui est blessé, je le rappelle. Hein. Donc c'était un petit peu un test pour voir, même blessé, Rob Van Dam, quelles étaient ses perfs en équipe avec Terry Funk contre Locura Mortal. Sur le papier, c'est un beau match, et ben en réalité, c'est un très beau match. Puisque les mecs nous font une note de 81, victoire de Rob Van Dam et Terry Funk, évidemment, avec une victoire de Funk au final sur Juventud Guerrera. Les notes sont bonnes. Bon, Rob Van Dam, malgré la blessure, il fait un 78. Psychosis, Juventud Guerrera, 75 et 75. Je regardais des vieux épisodes de TEW il y a pas si longtemps que ça. Et ouais, Psychosis, à un moment, il faisait quand même de bien meilleures notes. Le mec, il était tout le temps au-dessus de 80, c'était une dinguerie. Là, ouais, vraiment, ils occupent la mid-card de chez mid-card de Locura Mortal. Alors qu'il y avait peut-être un projet, il y avait peut-être un truc à faire. Hein. Bon, on l'a pas fait. Lord Alfred Regal, qui n'est plus le champion de la télé, affronte Perry Saturn. Et le bas, 80. Bonne note. Lord Alfred Regal et Ted DiBiase sont une good pairing. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, puisque Ted DiBiase est désormais manager de Lord Alfred Regal. Un petit peu au pif, mais ça s'adapte bien. Ils font une bonne paire. Regal 84. Regal, il y a une belle progression. Très belle progression. Silver King contre Super Crazy, j'en attendais plus. Ça m'a fait un 74. Bon, Silver King a gagné logiquement. Mais ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être quelque chose. Que ça match et tout, là. Un bon match. Lucha Libre à l'ancienne. Victoire de Silver King. Pour l'instant, j'ai pas de projet. Hein. Silver King, il est là pour être une bonne main dans le roster. On est parti. La carte principale. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez déjà du monde, vous voyez une note à 100. C'est que c'est déjà pas si mal. En fait, ce qui va se passer, c'est que Brent Pillman va venir célébrer sa victoire, son double championnat, mais il a revu les images. Il a vu l'attaque sur Austin. Et de ce fait, il propose à Austin de venir au ring, de s'excuser car il mérite pas véritablement ce titre. Il le met entre les deux. Voilà, clac. Et il lui propose de l'affronter. Voilà, de l'affronter, de remettre le titre immédiatement en jeu contre son pote. Parce que il se considère pas comme le champion unifié dans ces conditions-là. Il refuse de conserver le titre. Limite, il est en train de faire une déclaration pour le rendre vacant. Voilà. Austin, il regarde Pillman. Il lui dit, je comprends ton geste, mais j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de courir depuis des mois, presque des années derrière ce championnat. De voir toujours des gens me mettre des bâtons dans les roues. Mais tu sais quoi? Ce titre, tu l'as gagné, tu l'as mérité. C'est à moi d'être sur mes arrières et d'assumer que j'ai une cible énorme dans le dos, tout simplement parce que il a bien conscience qu'il est le meilleur catcheur de la compagnie, quasiment, tu vois. Et Austin, en fait, refuse d'affronter Pillman, et il est tellement dégoûté qu'il se casse. Il se casse. Il n'y a plus d'Austin, il quitte l'arène, etc. Donc Pillman est déçu, les gens font « Oh, ouais. » Mais qui arrive à ce moment-là? Bret Hart, qui lui réclame, exige d'avoir son rematch. Il vient en plus de ça accompagné de Paul Heyman et de Stephanie McMahon. Alors on traîne un petit peu Paul Heyman de force. En fait, s'il veut pas de son championnat, c'était le mien, je l'ai perdu de manière déloyale. À cause de Sexter Hardcastle, et j'irai lui parler tout à l'heure. Je veux mon match ce soir. Tu veux prouver, mériter que t'es le vrai champion, Pillman, donc Bret Hart, il lui met du plomb dans la tête. Tu me raffrontes ce soir. Match en cage. Pas d'intervention. Match en cage, pas d'intervention, vous connaissez. Et Pillman, il est chaud. Bret Hart, il est chaud. Paul Heyman, il valide. Jericho et Benoit arrivent. Comme ils ont attaqué Austin, bien ils viennent attaquer Pillman de la même manière. Avantage psychologique et même physique déjà pour Bret Hart. Donc ce soir, dans le main event, Bret Hart Pillman, la revanche. La revanche. Performance de Pillman, fantastique. Évidemment, il y a des notes incroyables, hein, c'est un bon segment. C'est un très bon segment. Est-ce que c'est pas la dinguerie? Excellence of Execution. Ben oui. Chris Benoit et Chris Jericho défendent leur titre contre les Hardy Boys. Ils gagnent le match. Parce que Tommy Dreamer, il est venu distraire Matt Hardy. Que Raven, il est à la table des commentateurs. Enfin bref. 99. Voilà. 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 Là, c'est toujours jamais 100, hein, mais 99. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est très bien, c'est très très bien, 15 minutes. J'ai mis quoi? J'ai mis Steal the Show, voler le show. Et ben ils ont volé le show, évidemment. Ils ont fait des dingueries. Victoire de Jericho et Benoît qui conservent les championnats, première défense du titre. Derrière, dans l'aftermatch, Raven, il vient parler encore une fois, il vient mettre des idées un peu sombres dans la tête de Jeff Hardy, il s'adresse qu'à Jeff Hardy. Matt Hardy veut prendre la défense de son frère, il se fait attaquer, mais Jeff Hardy reste un petit peu dans un état où il sait pas, tu vois. Raven, il est en train de rendre Jeff Hardy un petit peu fou. Il essaye de l'attirer dans sa toile. Vous savez comment il est, Raven, hein, il a attiré toute sa carrière des mecs à le rejoindre dans ses mouvements et tout, et il voit en Jeff Hardy, il lâche les mots. Hein. Il voit en lui, tu vois, un Sexton Hardcastle comme il l'avait vu par le passé, etc. Mais est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt à se détacher de son équipe? Est-ce qu'il est prêt à le rejoindre? Donc là, le programme se poursuit. Attention, Jeff Hardy va-t-il rejoindre le côté obscur de la force? Mais il commence à laisser sous-entendre des signes. On sait pas trop, il se pose des questions. Rey Mysterio contre Kazayashi. Le vainqueur ira affronter Billy Kidman ce vendredi, pardon, à Extreme Zone pour le dernier épisode, enfin le dernier show de cet épisode. Et la victoire de Rey Mysterio Jr., bah évidemment. Puis on fait un bon match, hein, voilà, c'est juste, ça se pose là, c'est un match correct. Alors, c'est un match correct, mais... Mysterio me fait qu'un 73. Kazayashi qu'un 62. Et il n'y a pas beaucoup de hits. C'est peut-être la région hein, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de hits. Mais on fait quand même un match final qui fait une note de 81, donc c'est correct. Ça va. Triple Sweat match pour le championnat télé, comme on l'avait annoncé. Il y a quand même 3 défenses de titre sur ce show. Dans un match qui a eu du superbe catch et de la great hit. Tommy Dreamer et Kurt Angle, qui avaient remporté les 2 dernières batailles royales d'opportunité, affrontent Bam Bam Bigelow, mais Bam Bam Bigelow, il a gagné, il reste champion télé, il fait sa première défense de titre. Il remporte le match, suite à l'intervention de Matt Hardy, qui est venu se venger de Tommy Dreamer. La guerre se poursuit. Bah ouais, Tommy Dreamer exposé, Matt Hardy, il a voulu se venger. Pas de Jeff Hardy dans les parages. Kurt Angle, le weak link, à 75. Bam Bam Bigelow, 87, Tommy Dreamer, 90. Très bon match, très bon segment. Pas de problème, impeccable. Backstage, problème backstage. Gros argument. Dans le bureau de Stephanie McMahon, etc. Voilà. Gros argument entre Sexton Hardcastle qui vient d'arriver dans l'arène et Bret Hart. Bret Hart, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Tu m'as coûté mon championnat, il l'accuse. Hein. C'est toi qui m'as coûté mon championnat dans le Fatal 4-Way hier. Enfin, pas hier, dimanche. Samedi? Dimanche? C'est dimanche. C'est toi qui m'as gâché le truc. Pourquoi? Parce que je t'ai battu à la Loyale. Je t'ai battu sans tricher, sans rien faire. Je t'ai battu propre. Pourquoi? Parce que t'es inférieur. T'es inférieur à Bret Hart. Tu penses être le plus beau, etc. Mais depuis que Bret Hart est dans la compagnie, c'est pas toi le numéro 1. C'est pas toi. Même Christian Cage, il est meilleur que toi. Tu es culpabilisé Sexton Hardcastle, qui prend les mots, tu vois, un petit peu pour lui, etc. Et qui se rend compte quand même de la merde aujourd'hui. Bah ouais, Pillman, il a les 2 ceintures, tout ça. Sexton Hardcastle, remets-toi en question. Il va falloir que tu fasses les bons choix. Et Bret Hart, il arrive à faire en sorte que Sexton, il répond pas, quoi. Il a une emprise, le mec, c'est un truc de ouf. Alors Sexton, il se montrait peut-être un petit peu dissident en se disant ouais, Bret Hart, tout ça, bon, voilà. Donc voilà, Bret Hart, bah il est chaud. Hein, Bret Hart, il vient de remettre un petit peu tout le monde à sa place sans énorme storyline, énorme bordel. Forcément, on parle d'Austin, on parle de Pillman, mais Bret Hart, voilà. Je rappelle que dans ce main event, uniquement le championnat ECW World est en jeu, pas le championnat héritage. Juste le championnat ECW World. Le main event fait une note de 90. Match décrit comme exceptionnel. Bret Hart va reprendre le championnat World à Pillman. Tout ça pour ça. Eh ben oui, tout ça pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le match, il y a eu des interventions pour venir distraire Pillman depuis l'extérieur de la cage, de Christian Cage, de Chris Jericho, de Chris Benoit. Cactus Jack est venu fuir tout ce beau monde. Et oui, bah Cactus Jack il revient, il fait allez dégagez, etc. Voilà. Super, il est venu avec un parpaing, il voulait leur mettre un parpaing dans la tronche, tout va bien. Et Sexton Hardcastle, déguisé en caméraman, vous avez peut-être la ref, évidemment, on l'a déjà vu plein de fois déguisé en caméraman, Edge. Et ben il est venu
aider Bret Hart à reprendre ce titre. Et bien voilà, il est rentré dans le rang. Et Bret Hart est le nouveau champion ECW World. Déjà 2 fois champion. Et oui, et oui, et oui, et oui, il fallait remettre un peu de hit dans le bazar. Le Pillman allait avoir un gros accomplissement et les gens sont dégoûtés. Ils lancent des détritus sur le ring. Ils détestent Bret Hart. Bret Hart, il leur prend leur champion. Austin, il a tourné les talons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et pas très à l'aise dans des brawls, dans des matchs en cage. Et Bret Hart... Ah putain, ouais, oula. Bruno Sammartino qui fait I think Bret Hart needs to be booked a little smarter. He needs shorter matches. He was totally exposed by the length of this one. C'est vrai que je lui ai mis un match de 20 minutes. Bruno Sammartino, il fait arrête de donner des combats longs à Bret Hart. Ça va pas frère. En fait, Bret Hart, tu vois là il fait une note de 64, hein, c'est une catastrophe. Bret Hart il a son immense popularité, mais ça a pu bien frère. Ça a pu bien. Là il vient, c'est un petit peu... c'est un petit peu l'affaire d'une nuit, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Bret Hart, on va où? C'est galère. Pour l'instant c'est galère. Donc Bret Hart, voilà. On en a fini avec Bret Hart. Enfin, genre, on en a fini, il a repris le titre. Mais il va pas falloir que je fasse durer le truc trop longtemps. Et que j'utilise Bret Hart peut-être autrement par la suite, une fois que toute cette grande storyline se terminera. Très bon show, hein, 93. La popularité s'améliore dans 26 régions. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je suis très curieux d'aller voir les ratings de ce fait. Parce que là, oui, 26-52. 26-52, c'est incroyable. Kurt Angle, bonne promo selon Sexton Hardcastle. Super Crazy va devenir un bon worker. Il faut être derrière lui, nous dit Tommy Dreamer. On fait confiance, t'inquiète pas Tommy. T'inquiète pas Tommy. Thomas Kionma, minor Morals Issues, ok Scott Steiner, c'est normal, Morals Issues, bah, avec tout ce qu'on lui fait faire, à un moment le mec en a marre. Avant de passer, tiens, la size. Ah 62 Southwest, 62. Midwest on n'a pas repris de points, donc on est à la limite. Mais attention, le 62 Southwest... On n'est plus qu'à 3 points hein, de passer à ce niveau national. Allez, 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 on s'accroche. Dernier épisode Extreme Zone qui va, je pense, vous donner envie de voir le prochain épisode, le numéro 58. On est parti, à tout de suite. Attendez, petit mail. Minoru Fujita qui casse les couilles. Ok, c'est bon, on est parti. Extreme Zone. Dernier épisode de Extreme Zone, on est dans l'Arizona, pour la simple et bonne raison que je voulais me retrouver dans la région du Southwest, là où on a besoin d'aller chercher de la popularité à gogo. Et premier combat de la soirée qui est dans le pré-show bien évidemment, Rey Mysterio va battre Brian Lee, un springboard Hurricane Rana, 74, match correct, enfin Brian Lee fait 48, pas terrible, Mysterio, ça va, 79, pour moi c'est décent par rapport à ce que j'en attendais. Il va y avoir une grosse annonce, hein. Je l'ai promis, hein, de toute façon, au début d'épisode, grosse annonce, attention, ça va arriver. Mais on est toujours dans le pré-show. Dean Malenko, ça faisait longtemps, vous l'aviez pas vu, c'est normal, je l'avais envoyé en territoire de développement pour entraîner les gens. Mais je vais en avoir besoin, donc je l'ai rappelé. Je lui ai donné un petit match dans le pré-show, donc ça c'est vraiment pour anticiper sur l'épisode prochain. Je lui ai donné un petit match dans le pré-show où il a battu Kazayashi, sans trop de problème, mais ça me fait une excellente note de 83, parce que les deux hommes ont une pretty good chemistry qui a aidé le match. Malenko fait une excellente note de 87. On devrait utiliser plus Malenko quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc 83 dans le pré-show, franchement, je m'en plains pas. Je sais pas si on fera des 83 dans le show principal. Si, normalement, si, parce qu'on a un immense main event qui devrait se profiler. Le flock of EAP, le flock d'Edgar Allan Poe. Tous les hommes de Raven sont là, Billy Kidman, Steve Richards et Tommy Dreamer vont battre Tatanka, Moore et Helms dans un match qui me fait là aussi une très bonne note de 82. Désormais, tiens, je fais un petit truc, petit truc comme Easy Banks, blessé, et Kid Cash, je l'ai renvoyé aussi en territoire de développement pour travailler un peu parce que j'ai pas de plan pour lui. Bah, j'ai mis Lady Alexandra en manager de Moore et Helms. Sans aucune explication, je fais des tests et bah apparemment Shannon Moore et Lady Alexandra ont une bonne chemistry. Alors Lady Alexandra, je la garde encore à peu près 2 mois et demi avant qu'elle parte en congé maternité. Et c'est aussi histoire de dégrasser un petit peu le rythme de Steve Richards qui fait une note de 66. Tommy Dreamer, il élève le match bien évidemment. 82, ça reste quand même un très bon segment. La carte principale, on est parti. Immense segment, vous voyez les forces en présence et en effet ça me fait une note de 100. Paul Heyman, Kimona ont fait une réunion d'urgence au niveau de la ECW. Le Brand Split
depuis un mois hein, maintenant, voilà, vous voyez, il a été suspendu, et pour l'instant il est suspendu jusqu'à nouvel ordre parce que ils annoncent le nouveau X-Race Tournament. C'est-à-dire que, à la fin de cet épisode, tous les combats vont vous être révélés, et, comme d'habitude, vous allez pouvoir voter pour, pronostiquer les résultats du premier tour. Pronostiquer les résultats du premier tour, comme on faisait à l'époque, j'avais dit 2 X-Race Tournament dans l'année. Il y aura une particularité cette fois-ci. Énorme particularité, les champions sont inclus dans le X-Race Tournament. Le vainqueur du X-Race Tournament sera garanti d'être dans le main event de November to Remember au mois de novembre. Ça ne bouge pas. Maintenant, pour challenger, s'il le désire ou non, l'un des champions, Héritage ou ACW World, ou peut-être les deux à la fois, on n'en sait rien. Mais tous les champions sont inclus dans le match. Les championnats ne sont pas en jeu pendant le tournoi, bien évidemment. Mais tous les champions sont inclus dans le tournoi. Donc il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y a pas un mec, là on peut pas se dire, là toutes les stars, toutes les forces en présence sont là. Dont Steve Austin, qui fait son retour, qui a arrêté de pleurer suite à la semaine dernière, mais il est de retour et il fait... grosso modo, il explique qu'il en a marre, qu'il va botter des culs, vraiment, dans ce tournoi, qu'il est prêt. Et qu'il ira chercher par la peau du cou Bret Hart. D'ailleurs, il veut que Bret Hart soit dans sa partie de tableau, comme ça il est sûr de l'affronter au plus vite. Mais Paul Heyman va révéler qui est le premier adversaire de Steve Austin au tournoi. Premier tour, il y aura Steve Austin contre Shawn Michaels, qu'on n'avait pas revu depuis le mois passé. Et oui, Shawn Michaels, de ce fait qu'il y avait encore 2 dates avec nous, voilà. J'ai un petit peu le truc. Shawn Michaels contre Steve Austin au premier tour du X-Race Tournament. Donc déjà, tu vois, gros challenge pour Steve Austin. Michaels également plutôt chaud à l'idée de participer au tournoi. Le prestige de ce tournoi. Vous allez voir quand je vais révéler les blocs là. Gros tournoi de prestige. Immense tournoi de prestige. Avec des invités, voilà. Ah bordel. Steve Austin, Shawn Michaels. Ok, c'est validé. On passe à la suite du programme. Excellence of Execution contre les Hardy Boys. Ça m'avait fait une incroyable note de 99 la première fois. Cette fois-ci, ça me fait 78. Kezako. Je les ai mis dans les mêmes dispositions. Sauf que... les mecs font des notes de 80. Jericho 80. Jericho Benoît 94. Les Hardy Boys 93 et 90. Truc de bâtard. Truc de pété. En revanche, à la table des commentateurs, il y avait Sensei Gilbert et Sensei Scorpio. Pourquoi? Parce que division par équipe un petit peu oblige. Je voulais m'assurer que tout soit clean. J'ai mis un Steal the Show, je ne vois pas ce qui peut niquer le truc. Ah, segment pas associé à une hot storyline, ok. C'est pas aussi hot en effet que la storyline avec Raven, que je ne sais pas pourquoi j'ai pas pu utiliser même à la table des commentateurs. Bon, bah, bref, donc il n'y a pas de Raven cette semaine. Problème dans ce combat, c'est que Jeff Hardy va à un moment donné être distrait, pas faire un relais à Matt Hardy qui va perdre le match. Et il va y avoir une grosse explication entre Jeff et Matt Hardy, parce que Jeff Hardy il est bizarre, il y a Jenna Jameson qui arrive et qui... vient interviewer les Hardy après leur défaite, ils auront plus de chance au titre pour le moment. Et Matt Hardy dit à Jeff, là t'es plus pareil, là Raven qu'est-ce qu'il t'a dit pour te mettre dans un état pareil, on était ensemble, on peut pas être Jericho et Benoît. Et Jeff Hardy va pas répondre et va quitter le ring. 84, bon segment, mais il y a de plus en plus de doutes autour de Jeff Hardy et de son état. Est-ce qu'il va tourner, est-ce qu'il va rejoindre Raven? Il y a de grosses questions, de grosses interrogations autour de tout ça. Et Matt Hardy a observé son frère quitter le ring de manière totalement pantoise. Là on y est, hein. Là on est en train d'avoir un vrai truc pour les Hardy Boys, parce que pour l'instant ils ont surtout eu des storylines autour compétitives on va dire. Là il y a un truc qui se profile qui peut être pas mal du tout. Scott Steiner contre Jesus, ça me fait 80. Pourquoi? Parce que Scott Steiner a gagné, il a battu Jesus, mais pendant le match Billy Kidman est venu distraire Scott Steiner parce qu'il est encore une fois venu rouler des patins à celle qui est censée être la meuf de Steiner, quoi, Dirty White Girl. Donc bon, Steiner, il en a profité quand même, il a gagné le match, voilà. Mais quand même, il est pas content. Il est pas content. Alors même à la base, normalement, j'aurais dû mettre Jesus qui gagne le match et j'ai merdé. Ouais, parce que je lis Scott Steiner, il a battu Jesus. Je voulais faire l'inverse. Ça fait 80, c'est correct. C'est correct. C'est très correct. Et ça fait... Alors, ça fait un peu avancer parce que Scott Steiner, de ce fait, je l'ai inclus dans le programme avec Billy Kidman, le championnat junior, tout ça. Donc ça me permet d'avancer un petit peu la storyline. Gros angle, énorme angle, sans, évidemment. Tout le clan Bret Hart, l'excellence of execution est présente dans le ring pour célébrer la victoire de Bret Hart qui a récupéré son championnat ECW World. Alors, Sexo Hardcastle est là. Il est un peu plus en retrait, Sexo Hardcastle.
Parce qu'avec Bret Hart, je crois qu'il y a toujours des différends, mais Bret Hart aimerait quand même dire une petite chose. Les mecs, voilà. Je suis à nouveau champion, on est revenu au statu quo, c'est-à-dire que je suis le champion ici W World. Pillman est toujours le champion héritage. Mais ça va pas durer. Bientôt, les 2 ceintures seront dans notre clan, et ce titre héritage, dès lors que nous l'aurons récupéré, sera destitué. Hein, parce qu'il n'a aucune valeur. Et de ce fait, il a aucune valeur, et il regarde Sexo Castle. Tu sais, t'as des plans de caméra sur Sexo Castle, parce que c'est un titre à la base qui avait été créé pour lui, pour élever la division, etc. Mais Bret Hart dit quand même qu'il a bien conscience qu'il a battu Brian Pillman grâce à quelqu'un. Alors évidemment, il regarde Chris Benoit, Chris Jericho, Christian Cage qui était dans les parages, il regarde Roddy Piper, il fait « Vous, je sais, vous êtes toujours là, mais quelqu'un en qui j'ai douté, j'ai énormément douté, m'a permis de remporter ce championnat. Quelqu'un qui est véritablement très inspirant pour moi, tu vois, il part dans tous un lyrics et tout le monde s'attend à ce qu'il parle de Sexo Castle. Mais au moment où il va annoncer le nom de la personne, Brian Pillman fait son arrivée. Brian Pillman, bien entendu, il va se plaindre, bien évidemment, il dit mon pote Austin avait raison, on peut absolument rien entreprendre avec vous, vous faites les caïds parce que vous êtes réunis à 5. Mais Pillman, il fait, en motivant Austin avec Cactus Jack et puis d'autres mecs, et puis même tout le roster qui aimerait vous casser la gueule, à un moment donné, votre petite prise de contrôle, là, ça ne durera pas. Et Pillman veut prouver, parce qu'il a toujours le championnat héritage, que la guerre est loin d'être terminée entre lui, Bret Hart et toute sa faction. Mais de ce fait, Bret Hart, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, et bien entendu, il parlait pas de Brian Pillman, hein, c'est pas grâce à Brian Pillman, évidemment, qui l'a trahi, qui a renoncé à rejoindre son clan, alors que tout était fait pour que ça soit lui, tu vois, qu'il soit à ses côtés, aujourd'hui, en tant que champion, il régnerait. Quelque part, il a une petite fierté, il dit, bon, depuis les 2 ceintures les plus prestigieuses, mais on vient du même coin. Il propose à Pillman, de ce fait, s'associer à Steve Austin ce soir, contre Shawn Michaels. Et là, Shawn Michaels, parce qu'il est dans les parages, donc voilà, Bret Hart, Shawn Michaels. Là, il n'y a pas eu le screwjob, donc ça va. Ils peuvent se tolérer. Contre Shawn Michaels, et la personne en qui il a le plus confiance dans cette fédération. Au monde. Tout. Est-ce que c'est Sexton? Sexton, il s'interroge, mais est-ce que tu dis moi et tout? Et le segment s'arrête là. Qui va être le partenaire de Michael ce soir? C'est Sexton Castle, on verra bien. On a un petit match avant ça, un petit 3 contre 3 plutôt sympa qui me fait une excellente note de 88, vu les forces en présence, ça m'étonne pas. Bam Bam Bigelow, Kurt Angle et Terry Funk vont battre Alfred Regal et Violent Conduct quand Terry Funk va faire le tomber sur Al Snow. C'est juste un petit match storytelling, rien de plus, pour entretenir les amitiés. Abyss fait une horrible note de 54. Je ne sais pas pourquoi. Abyss, peut-être la région dans laquelle il n'est pas du tout populaire. Mais Terry Funk, Bam Bam, là c'est solide, c'est du 87. Kurt Angle, un 75 plutôt solide. Al Snow 78. Regal 84. Regal, attention, commence à me faire des bonnes notes. Bam Bam Bigelow est toujours champion de la télévision, mais le partenaire de Shawn Michaels pour faire face à Austin et Pillman n'est nul autre que Owen Hart, dans un match qui me fait une note de 99. Owen Hart, le frère de Bret Hart, étant prêt à la ECW, leur emprunter et bien sûr qu'il sera dans le tournoi du X-Race Tournament, évidemment, Owen Hart qui rejoint la faction, et Sexo Castle, en fait, qui a fait son entrée, mais pour aller à la table des commentateurs. Avant qu'Owen Hart fasse son entrée, il a fait ouais non, c'est pas moi, je suis à la table des commentateurs et tout. Il a toujours des mots, tu vois, un petit peu étranges par rapport à Bret Hart, donc la situation est loin d'être réglée. Les égos ont du mal à coexister, et Owen Hart et Shawn Michaels ont livré une immense bataille contre les Hollywood Blondes, qui vont par moments s'échanger des longs regards. On sent qu'Austin, il est préoccupé, il est pas dans le meilleur des moods. Mais derrière, par contre, en équipe, là, ils me font une note 200, tous les deux. Owen Hart fait un 88, Michaels un énorme 95. La note de match, évidemment, c'est 99. Et Sexo Castle va intervenir dans le combat, mais malheureusement, il va attaquer Owen Hart. Il y a de la jalousie, déjà. Et sans faire exprès, et puis il a fait oups, oups. Austin en a profité pour remporter le match, et après le combat, Austin va balancer des stunners à absolument tous les gens qui sont présents dans le ring, même Pillman. Austin ne comptera plus que sur lui-même. Austin est inarrêtable. Les gens étaient ouf. 100. Énorme 100.
Attention, là, c'est pareil, il y aura, vous allez pouvoir voter pour vos favoris pour l'X-Race Tournament, mais ça va être quelque chose. 96, excellent show. Vous avez vu ce main event, c'est un truc de malade, c'est un truc de baiser. En plus de ça, dans la région, on est les moins populaires. Donc vraiment, le but, c'était ça. Hein. La mission, c'était ça, c'était de faire un show huge pour terminer ce mois-ci. Vous annoncez, vous révélez dans un instant les tableaux du X-Race Tournament. Et ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Selon Chris Jericho, Rey Mysterio, il y a de l'argent dans ses promos. Ah bon. 26.25, très bon show. Ric Flair étant son deal avec ECW. El Hierro del Santo se relocalise dans le New England. Ok. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Que faisons-nous? Eh ben, on va vous révéler tout ça. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, bilan économique. Évidemment. Terminer le mois. Bilan économique du mois, très attendu. Bon, bilan économique du mois, très attendu. On sait qu'on a fait masse de thunes. Là-dessus, pas de soucis. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est de découvrir aussi le tableau du tournoi. Bon, je le fais quand même, hein, j'avance, tu vois, au premier mois de juillet. Ça y est, donc ça veut dire qu'on est à la moitié de cette année 1999. Quelle belle année que nous vivons tous ensemble. Étiez-vous né en 99? Dites-le nous dans les commentaires. Que faisiez-vous en juillet 99? Où étiez-vous? Alors, Jerry Lynn en développement. Dit, il en a marre, il veut se barrer. Minoru Fujita, il en a marre, il veut se barrer. Mike Awesome, que je recruterai pas parce que plus assez intéressant en termes de Star Power, tout ça. Wrestler of the Year so far, Steve Austin. Et pour l'instant, à la moitié du mois, c'est toujours assez intéressant de voir ça. Et pour le moment, en pole position pour être le catcheur de l'année. S'il continue dans les 6 prochains mois, il pourrait être au top du fameux classement, du fameux Power 500. Incroyable. La compagnie de l'année, la ECW, évidemment. L'équipe de l'année, les Hollywood Blondes. Le match de l'année. Les deux... Putain, incroyable. Le match de l'année, pour le moment, c'est Christian Cage et les Dudley Boys contre The Rock, Austin et Rob Van Dam. Le show de l'année. Barley Legal, évidemment. Le jeune catcheur de l'année. Jeff Hardy. On a tous les récompenses. Vétéran de l'année. Ah, ça c'est pas nous. Tatsumi Fujinami. Alors, Bret Hart, là, Terry Funk, il faut travailler, là. La catcheuse de l'année. Madame Toyota, logique, c'est la meilleure du monde. Catcheur indépendant de l'année. C'est qui lui? Ah, Brian Blair, putain, encore Brian Blair, mais c'est toujours lui. Et Razor Ramon, il a gagné un tournoi, il a gagné le King of the Ring, il a eu le King of the Ring, putain, j'ai envie de regarder le King of the Ring. Razor Ramon a battu Animal Warrior pour le King of the Ring. Putain, Razor Ramon. Il a battu Owen Hart, il a battu Shawn Michaels, ouais, il a battu du bon monde. Oula, ouais, sympa, Razor Ramon, il a fait un beau parcours. Bama Bigelow, c'est vrai qu'il est en prêt aussi en parallèle avec WWF, donc il fait des petites dates là-bas. Ouais, tout va bien. Owen Hart, il avait battu Diesel. Ouais, belle carte, ils font un bon 88, solide, la WWF. Pas mal, pas mal. Non, il faut le reconnaître, pas mal du tout. Et c'est pas mal, hein. Si au milieu de l'année, on est aussi bien positionné là pour les récompenses, j'ai hâte d'être à la fin de l'année pour voir Power 500. Hein. Le Power 500, ça va être Razia ECW. J'espère qu'on va passer au niveau national, vraiment. Alors, bien, bah, justement, niveau national, la size. Je la regarde, la size. 62, Southwest, on n'a pas bougé, mais bon, je pense qu'on se rapproche de ce qui nous intéresse. Les titres, Héritage 94, incroyable, Junior 85, c'est en baisse, mais c'est pas grave. Prestige du titre télé 92, Championnat du monde, évidemment, 100. Championnat par équipe 92, ah, j'aurais pensé qu'on aurait rapproché les 100, X-Race Tournament toujours à 90. On continue de faire le petit tour de ce qui nous intéresse, à savoir, ça c'est toujours bien. C'est toujours bien de savoir le Creative Meeting. Creative Meeting, Sexor Castle, Steve Austin, Shawn Michaels, Christian Cage, Brian Pillman, les Next Big Thing, Chris Jericho, Rey Mysterio, Jeff Hardy, Juventud Guerrera, Stevie Richards. Ah. Attention, les Hot Prospects, Danny Inferno, toujours là. Rey Mysterio, le Great Sasuke, Megumi Kudo et Abyss. Talk the Talk, Steve Austin, Sexor Castle, Brian Pillman, Shawn Michaels et Christian Cage. Ce sont les meilleurs talkers au micro. Les Showstoppers, Shawn Michaels, Sexor Castle, Chris Jericho, Rob Van Dam et Rey Mysterio Jr. Les généraux du ring. Et spoiler alert, il sera au X-Race Tournament. Vous le voyez en 3ème position. Mitsuharu Misawa participera au tournoi. Incroyable. Donc, Michaels, Benoit, Misawa, Owen Hart, Chris Jericho. Mais oui, messieurs, dames, mais oui, c'est incroyable. Qui a du momentum a pu savoir qu'en foot, Kurt Angle, Lance Storm. Ah ouais, Sensei Scorpio, Terry Funk et Chris Benoit. Pas de momentum pour Brian Lee, Owen Hart, qui vient d'arriver, pas de bol. D'Lo Brown, Super Crazy et Shawn Michaels, qui n'a pas de momentum. D'accord, d'accord. Bret Hart est vieux.
Hayden James, bon, Hayden James, malheureusement, je peux recruter personne, donc ça m'intéresse pas, quoi. AJ Styles, on peut pas le recruter, il casse nos Honor Goals. Allez! X-Race Tournament. Premier tour. Dès la semaine prochaine. Enfin, dès la semaine prochaine du prochain épisode. Qui est peut-être pas la semaine prochaine. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à moi, surtout. Dean Malenko contre Owen Hart. Allez, hop, ça c'est fait. Kurt Angle contre Scott Steiner. J'ai encore Scott Steiner. Bon. Abyss contre Tatanka. Pas mal. Oh, la mid-card, mais mid-card forte. Et le vainqueur de ce match ira affronter le vainqueur de Steve Austin contre Shawn Michaels, que j'avais préalablement annoncé. Le match suivant, ça c'est très intéressant. Jeff Hardy contre Tommy Dreamer. Ah! Et le vainqueur de ce match ira affronter le vainqueur de Terry Funk contre Raven, qui sera de retour de blessure. Attention! Alfred Regal affrontera Sensei Scorpio, qui peut être un bon match sur le papier. Et le vainqueur ira affronter celui qui remportera le combat entre Chris Benoit et Mitsuharu Misawa. Benoît Misawa. Les affiches, hein. Tableau suivant. Bam Bam Bigelow contre Devon Dudley. Ok. Bubba Ray est toujours blessé, hein, pour info. Jesus. Ah, qu'on l'a vu, il a perdu contre Scott Steiner, mais il est dans le tournoi. Il affronte Al Snow au premier tour. Al Snow. Attention Al Snow. Bonne perf Al Snow. Attention. Billy Kidman contre Rey Mysterio. Le hasard fait bien les choses. Et le vainqueur de ce combat ira affronter le vainqueur d'une affiche totalement folle. Sexton Hardcastle contre Brian Pillman. Les vainqueurs des 2 précédentes éditions s'affrontent au premier tour. Ah là là. Steve Corino, Pat Boy, il affronte Cactus Jack. Vainqueur de ce match ira affronter le vainqueur de Matt Hardy contre Christian Cage. Sensei Gilbert contre Chris Jericho. Et enfin, dernier match, Rob Van Dam contre Bret Hart. Ce qui est pas beau ce tournoi. Vous allez pouvoir pronostiquer pour absolument tout ça. Ben moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Mettez des pouces bleus. Vive TEW. Vive le catch. Vive la ECW. Tout le monde, reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.